Un nouveau monde, une nouvelle vie, les dents blanches de Joël Legendre. Hey boys and girls, I hope you're good. This is Uncle Dave. Dread sur le tape, avant-dernier épisode de la saison. Oui, les amis, il n'en reste plus qu'un après celui-ci. Ça passe, là. Le temps, c'est un concept incroyable. Les rides dans notre front, pouvez-vous croire. J'ai un épisode très spécial aujourd'hui à vous présenter que j'adore. Une rencontre magnifique avec Fred Nassif. Juste avant de vous présenter Fred, je veux vous rappeler que je suis ce vendredi 29 mars 2024. Je me suis trompé dans les dates dans les derniers épisodes. Souvent dans les années, je disais tout le temps. Bref, ce vendredi 29 mars 2024, au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal. Il y en a qui n'ont pas encore vu mon rodage. Là, tantôt, je niaisais en chantant, mais j'ai des nouvelles tunes pour vrai que je teste dans mon spectacle. Venez voir ça. Et plus encore, mon frère va être là. Oui, il vient de Calgary. Fait que juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. Si lui fait un effort, tout le monde devrait faire un il vient pour nous voir et puis en même temps, il va être là. Donc, vendredi 29 mars à Montréal. Je suis aussi à Québec le 24 avril à Vanier. Tous les billets sont au davidbocage.com. Sinon, je vous le dis, Granby a été rajouté le 10 mai. Drummond le 17 mai. Tout ça au davidbocage.com. J'espère vous voir en salle, les cocos. Sinon, je vous le dis, ça va très mal aller. Oh! Vous voulez pas que papa se fâche? Alors, voilà, davidbocage.com. Frédéric Nassif. Un homme extraordinaire que j'ai reçu au podcast, que je ne connaissais pas. Évidemment, c'est souvent le cas, pas évidemment, mais c'est souvent le cas que je connaisse pas l'invité. Et la découverte n'en est que plus resplendissante, si c'est un mot approprié. Je vous laisse deviner. Frédéric Nassif est un gars qui a coécrit les capsules de Patrice Lemieux, le personnage de Daniel Savoie. Il a réalisé également, il y a un réalisateur qui roule sa bosse depuis un bon moment. Il a fait Entre deux draps. Il a fait d'autres trucs, bref, avec aussi Patrice Lemieux, la série, on va en parler dans l'épisode. L'affaire qui a attiré mon attention et qui fait qu'il est aujourd'hui au podcast est un documentaire qu'il a fait qui s'intitule Les Cèdres du Liban, qui est disponible sur Tout.tv gratuitement. Vous devez absolument aller voir ça avant ou après l'épisode comme vous voulez. Fred est d'origine libanaise, j'allais dire... je sais pas ce que j'allais dire libanienne, je pense, mais ça se dit pas. Libanaise, évidemment, le Liban. De par son père, si je ne m'abuse. Et bon, évidemment, Fred a grandi au Québec, il a joué au hockey. Et il fait partie de l'équipe nationale libanaise de hockey sur glace, qui est formée de Québécois, de Canadiens, de même quelques Européens, je pense quelques Américains aussi. Bref, tous des expats qui ont eu la chance d'apprendre le hockey dans leur pays d'adoption et qui se sont réunis pour former une équipe qui a même, si je ne m'abuse, remporté la Arab Cup 2023. C'était après possiblement l'enregistrement de l'épisode. En tout cas, bref. Et c'est fascinant. Et dans le documentaire, Fred suit des gars ici, québécois et autres, qui se réunissent pour monter l'équipe, pratiquer et suivre l'équipe en tournoi. Il a été le gardien, Frédéric, pas seulement réalisateur du documentaire, mais il a été le gardien, le Cerbère, comme dirait notre cher Paul Oud. Rest in peace. Hey, Paul Oud. Une autre affaire. Là, je pars d'une autre parenthèse, mais Colin. Avant qu'on ait le temps de le recevoir, on avait contacté dans les dernières années sa femme Francine, puis on était en pourparlers, puis on essayait de faire ça arriver. Je me suis dit, on va l'avoir un moment donné, mais Colin, une dague dans le cœur. Hey boy. Repose en paix, Paul. Tu nous as divertis. Et tu nous as bien fait rire. Et bref, fin de la parenthèse de Paul. Bon, bref, je reviens, désolé, à Fred Nassif. Donc, il a été le gardien, le Cerbère de l'équipe nationale libanaise. Et lui, il a laissé sa place. Là, il est maintenant... peut-être dans in the twilight of his career, peut-être vers... Et puis il joue pour le fun dans les ligues de garage, mais bref, très, très bon gardien de but quand même, Fred. Et donc, c'est ça, je l'ai reçu, on a parlé de tout ça et plus encore. Je tiens à mentionner, très important, et vous allez comprendre pourquoi c'est d'autant plus important que d'habitude, que l'épisode est enregistré le 13 juillet 2023, donc ça fait déjà presque un an au moment où on se parle. D'ailleurs, c'est ça, quand je dis que je me trompe dans les dates, c'est que la semaine passée, j'ai donné la date d'Ève Gascon, qui était à l'été 2023, puis j'ai dit 2024. J'ai dit la date, là, je me souviens plus, juillet ou août 2024, mais ça serait dans le futur. Donc non, Ève Gascon, ça vient d'être enregistré à l'été 2023. Non, c'est ça. Donc, Fred Nassif, 13 juillet 2023. La raison pourquoi je dis que c'est important, c'est que depuis l'enregistrement, il y a la guerre que malheureusement, il y en a plus qu'une, là, mais le conflit entre Israël et la Palestine qui a éclaté. Donc, je trouve que
En tout cas, il y a des je le dis parce que des fois, si vous écoutez l'épisode, vous dites, mon Dieu, OK, est-ce que ça frôle, ça touche à des propos, des fois, ou à des thèmes reliés peut-être à ça. Faut que vous sachiez que ça a été enregistré bien avant que le conflit tel qu'on le connaît aujourd'hui entre Israël et la Palestine éclate. Je trouve, par exemple, que c'est d'autant plus pertinent les propos qui sont abordés dans la conversation avec Fred, mais qui sont d'abord et avant tout abordés dans son documentaire qui suit plein d'amis. Parce qu'il faut savoir qu'au Liban, il y a des musulmans et des chrétiens. C'est pas parce que c'est arabe que c'est par définition musulman. Et il y a cette cohabitation-là entre des amis de l'équipe nationale libanaise ici, l'un est musulman, l'autre est chrétien. On touche à ces thèmes-là que je trouve vraiment, vraiment intéressants, très fascinants, très humains et qui, résonnent d'autant plus fort dans le contexte mondial actuel. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés? Je regarde mon petit paper cut. Ah oui, à un moment donné, je le dis d'avance, là, je sais qu'à un moment donné, je fais une référence parce que en réécoutant un petit bout, j'ai entendu que je faisais référence à la citation « La religion est l'opium du peuple » et on se demandait dans l'épisode qui était l'auteur de cette citation. Je vous laisse essayer de deviner. Trivia, attention, quelqu'un de réponse? Ah, j'entends pas dans le fond. Karl Marx, exactement, c'est bien Karl Marx. Ce cher Karl qui est l'auteur de cette ligne. Donc, je le dis pour référence future dans le podcast, au lieu d'en parler à la fin. Je le rappelle, Les Cèdres du Liban est disponible sur tout.tv gratuitement. C'est 52 minutes. C'est un superbe documentaire qui, je le sais, va vous rejoindre, va vous toucher et va vous divertir. Donc, allez voir ça. En attendant, voici l'artisan derrière ce superbe documentaire, le réalisateur, Monsieur Fred Nassif. Sur le tape avec David Bocage. Toi, t'es ami avec Pat, j'allais dire Pat, avec ouais. Dan Savoie. Dan Savoie, ouais. Parce que Dan, il est venu au podcast dans la première saison. OK. Dan, il m'a enseigné à l'école de l'humour. Ah oui, ouais. Et ça, c'était je te parle de 2012-2013. Ouais. Mais il t'a-tu déjà conté ça, son premier cours comme enseignant? Non, vas-y, je t'écoute. Non? T'as jamais dit ça? Non. Il enseignait le cours, c'était-tu vidéo / réseaux sociaux? Il enseignait avec MC Gilles. Ouais. Et leur premier, excusez, on boit du bubbly, puis là, ça me remonte. Le premier cours, on est comme dans la classe, puis on voit, il y a juste comme une fenêtre à côté de la porte qui donne sur le corridor, tu sais, entre l'espèce de mur, puis fait qu'on a comme une genre de preview sur le corridor, puis on voit comme... Sur la descente de police? Ouais, exact. Mais il me l'a pas compté, mais je le sais à cause de dans ma tête. Ah, comme c'était-tu Mehdi? C'est Mehdi, ouais. Exact. C'est à cause de lui, ça. Hein? Ouais, exact. Fait que ce qui est arrivé, c'est on voyait la police, on voyait un chien rentrer dans la vitre, puis on était comme, ben voyons, tu sais, comme, y a-tu un tournage de sketch, là, tu sais, ou c'est-tu les gags juste pour rire, je sais pas trop quoi. Puis on a la porte ouvre, puis c'est la SWAT, là, c'était vraiment comme, tu sais, comme dans les films, les gars tout en noir, là, qui ont un gun, puis qui te pointent, c'est quand même quelque chose pour pointer un gun. Puis y a-tu quelqu'un qui a un gun? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de vivre une fusillade en direct. Puis est-ce quelqu'un qui a amené des guns? Puis là, comme Mehdi qui lève la main, genre, ouais, ben, pour un sketch, on a mis des faux guns. Viens avec nous! Puis là, c'est ça, il y avait quelqu'un qui avait vu... T'avais le voisin de Mehdi qui a vu un arabe mettre des guns dans son auto. Exact, puis qui avait rentré avec... ou je sais pas si c'est quelqu'un qui les avait vu rentrer dans le bâtiment, genre un arabe, qui avait vu... Puis je pense Mehdi, c'était dire, je vais le mettre en dessous de mon manteau, sinon ça va alarmer le monde. Mais le fait qu'ils ont vu quelqu'un cacher des gants en dessous de son manteau, ça était plus alarmant. Ouais. Fait que, écoute, nous, on était au 7e à l'école de l'humour, là, qui est coin Sherbrooke de Lorimier. Ouais. Ils ont vidé les étages un par un. Ils ont vidé le premier. Quand il était rendu à nous, mon gars, là, l'adrénaline était dans le tapis. Là. Ils sont rentrés par l'escalier de secours. Même la secrétaire pleurait. Et eux, ils se demandaient ce qui se passait. Tu sais. Puis finalement, c'était genre Mehdi puis un gars qui avait amené des faux guns pour un sketch. Ça a été quoi les conséquences? Honnêtement, autre y faire un très bon numéro. Je me souviens que... tout le monde est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis je me souviens que, évidemment, comme je pense que les cas de l'humour sont comme... Tu me niaises, c'est qu'on ça fait 35 ans qu'on travaille pour... à 30 ans à l'époque là, pour que l'institution soit prise au sérieux, puis là il arrive ces affaires de même, tu sais, mais ultimement je pense que c'était Mehdi puis un autre gars dans mon année, puis
La police leur avait donné tu sais, un char de marde, puis il leur avait donné, mais je pense que un des gars m'avait dit qu'il avait entendu un policier dire à l'autre « Bon, on va leur faire bien peur, puis après, tu sais, genre, on va leur donner de la marde. » Mais comme il avait entendu quelque chose comme « On va leur donner de la marde, mais ça va être ça après. » Fait qu'il savait un peu qu'il y avait pas genre de conséquences. Fait que je pense pas qu'ils ont été... je sais pas s'ils ont été au poste, tu sais, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je sais qu'ils ont été relâchés assez rapidement. C'est juste que faut que tu comprennes, il y avait un périmètre de sécurité en bas, là. Tu sais, comme les rues étaient barrées, il y avait l'hélicoptère TVA qui tournait en haut, comme c'était bizarre. Et ça, c'était le premier cours de Dan Savoie comme prof à l'école des mots avec MC Gilles. Mais je suis surpris que... il m'a peut-être compté puis j'écoutais pas, mais je suis genre à l'écouter absolument. Parce que c'est ça, toi, t'es comme à l'origine de Pat Lemieux. Avec Dan, on avait, en sortant de l'université, on avait fait quelques petites capsules pour le fun sur le web avec... Puis Dan, il est très, très drôle puis très bon devant la caméra là, pour faire plusieurs personnages. Puis on a fait plusieurs personnages différents, dont Patrice Lemieux. Puis des années plus tard, en 2012, quand la grève s'annonçait dans la Ligue nationale... ah oui, le lockout. Ouais, le lockout. On s'était remis à en refaire. Tu sais, Dan, il me disait, hey, il faut en refaire, Fred, faut en refaire. Fait que on s'était mis à refaire des capsules. Tu sais, on écrivait à deux, on co-réalisait à deux. Lui, il interprétait le personnage devant la caméra, puis je montais. Puis on avait fait 6 capsules à peu près. Puis rendu au mois d'août, quand c'était pas mal confirmé qu'il n'y allait pas avoir de saison dans la Ligue nationale, les gens cherchaient du contenu hockey. Puis nos petites capsules sur YouTube généraient des views. Fait qu'ils avaient invité le personnage à présenter le Gémeaux, la meilleure web-série. Puis ce gala-là, de mémoire, avait pas super bien marché, mais ça avait levé. Fait que le lendemain, le téléphone sonnait, là, comme Dan, il m'appelle, dit je panique, tout le monde m'appelle, là. Tout le monde veut des entrevues, tout le monde veut m'engager, tout le monde... Fait que bref, c'est comme ça que le personnage s'est mis est venu au monde, puis on s'est mis à être payé pour faire du Patrice Lemieux. Incroyable. Puis quand tu le faisais, Pat Lemieux, tu sais, au début, vous filmiez dans des arénas, puis c'était comme vraiment, tu sais, en chum. Est-ce que tu te disais genre, le mot viral est pas loin. Tu sais, est-ce que tu te dis on touche de quoi ou ben écoute, tu sais, les capsules, tu sais, la première avait 2000 views sur YouTube. Tu sais, on n'était pas férus sur les réseaux sociaux, on n'avait pas de... Mais c'était quand même une autre époque, c'est 2012. Oui, Instagram n'était pas skié, il y avait pas TikTok. Exact. Tu sais, c'est ça. Puis c'est la 6e, en 24 heures, il y a eu 6000 views. Puis je me souviens de ma copine à l'époque, elle a dit « OK, ça c'est en train de devenir viral », mais c'est sûr qu'on espérait que ça soit vu, puis que ça soit populaire, mais on se concentrait vraiment à faire de quoi qu'on trouvait drôle, puis bon, puis on signait ce qu'on faisait, puis ensuite, on espérait que ça soit vu, mais c'était... En tout cas, pour moi, c'était un peu secondaire comme objectif, là. Mais quand j'ai vu que... Parce que tous ceux qui le voyaient aimaient ça, on savait que c'était bon, là. Ensuite, c'était une question de distribution, puis c'était pas dans nos cordes, là. Ouais. Puis Pat, ça a comme changé sa vie, là. Ouais, Dan Savoie, complètement. Parce qu'en plus, c'est que dans la vraie vie, il parle comme... Il est pas loin. Il est vraiment pas loin. Ouais, c'est un peu comme étonnant. Mais lui, il est comme devenu... tu sais, il se faisait appeler pour le bye-bye. Ouais. Puis vous avez même fait votre série télé. Ouais, on a fait 2 séries web. On a gagné le Gémeaux de notre première série. On a eu des nominations aux Olivier. La deuxième série, on a eu une nomination partout, mais on n'a pas gagné. Puis dans ce temps-là, c'était pour TVA, puis TVA voulait une 3e saison web. Puis nous on dit non, là on veut aller de télé. On va être payé là, à un moment donné. Ben non, mais on était bien payés, puis on produisait nous-mêmes. C'est vraiment le fond, on a goûté à la production, on a goûté à tout là, mais on voyait un potentiel pour faire des séries télé plus longues. Puis TVA a dit non, fait qu'on est allé ailleurs. Puis là c'est Louis Morissette chez Bell qui est venu nous chercher, puis on a fait 2 saisons télé. Lui chez Caro dans le fond, Caro a produit puis ils l'ont diffusé chez Bell. Ouais, exact. C'est-tu moi ou c'était genre juste sur Super Écran? C'était pour Super Écran, puis ça a eu sûrement une deuxième vie sur d'autres réseaux de Bell un peu plus tard, mais c'était pour Super Écran. Puis là, on avait pu... Là, ça devenait plus gros. Fait que moi, je m'occupais juste de la réalisation. Avec Dan, on co-réalisait. Mais j'étais plus impliqué dans l'écriture. Dan était impliqué dans l'écriture, mais il y avait d'autres auteurs aussi, puis un script éditeur. Donc, on avait moins de contrôle sur le contenu comme nos séries web. Fait que le personnage a évolué avec la part des autres, là. Parce que, comment tu fais le saut
Puis en même temps, ça a été progressif parce que c'est parti de capsule à web-série à série télé. Ça n'a pas été quand même de sketch web. Ouais, puis là-dedans, ensuite, à travers tout ça, Montréal Autoprix a approché Dan pour qu'il soit... parole. Exact. Fait que là, on faisait nous-mêmes, on produisait puis on réalisait les pubs de Montréal Autoprix aussi. Là. Fait que, on a touché à la pub avec ça. Là. Fait que Dan, il t'a gardé tout le temps. Oui. Dans l'entour. C'était cool que vous avez continué de faire ça ensemble. Ouais. Puis même, à un moment donné, je pense qu'il devait livrer 3 fois semaine des capsules à C'est quoi. À la radio. Puis, puis là, moi, à un moment donné, je disais, pour vrai, j'ai plus de contenu, j'ai plus de jus, là, je peux pas livrer autant, tu sais, être sur l'actualité. Fait que là, ça, il s'est mis à le faire tout seul, mais tu sais, il m'aurait impliqué si j'avais voulu rester là pour ça. Mais ça, je me souviens qu'en plus, sa technique de création était vraiment comme presque de l'impro, là. Ouais. Ben, on se posait des questions, puis on improvisait des réponses, puis qu'on avait de quoi de bon. On payait un filon. Ouais, exact. Tu pourrais me poser une question... Tu pourrais me poser une question sur quelque chose de sérieux, puis j'essaierai de te répondre en fait le mieux, puis on verra s'il y a de quoi de bon qui sort. Là. Comme ça on pourrait essayer si tu veux. Là. On peut le faire, là. OK. Comment t'as trouvé la game d'hier? Non, mais pose-moi quelque chose qui s'est passé pour vrai. OK, comme tu veux dire dans la vraie vie, ça? Ouais, ça peut être la Russie, n'importe quoi. Pas nécessairement, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, Alex Newhook vient d'être échangé à Montréal. Ouais, mais je pense que c'est bien. Puis je pense qu'un joueur de sa trempe qui vient tremper avec le Canadien, c'est toujours bon. Puis on va voir ce que ça va donner. Fait que tu connaissais la musique, c'était ça? Tu l'as bien dans le sens que tu connais la musique comique de Pat Lemieux. Ouais, c'est ça. On a tout aussi, on a tout écouté du hockey, on a tout vu Mario Lemieux en entrevue, on a tout vu tous les joueurs québécois qui ont vu Mario Lemieux en entrevue. Ouais, ça sonne presque tout pareil. Ouais, ben moi c'est drôle parce que le parallèle, moi quand je cherchais l'école de l'humour, j'ai écrit beaucoup avec Kat Levac. Ouais. Fait que Paige Beaulieu, c'était la même affaire. Tu sais, genre de partir en OK, qu'est-ce qu'elle dirait, puis exactement comme toi, genre je parlais dans le truc, puis tu riffs, puis là tu dis une affaire que ça c'était drôle, tu le notes, tu sais. Fait que je comprends parfaitement le parallèle. Puis c'est cool que vous êtes restés ensemble dans comme l'ascension de la patente aussi. Ouais. Parce que je me souviens, Dan, ça a comme écoute, je me souviens, il conduisait une Yaris bleue, et il revenait avec une BM, tu sais. Ouais. C'est comme qu'est-ce qui se passe, Dan, tu sais, puis il était comme Montréal Autoprix, man. Je suis comme, j'avoue, tu sais, puis je pense qu'il avait compté qu'il était comme, ça, t'as un char de fourni, puis il était comme, comme celui-là, puis il a genre pointé une BM, puis je pense qu'il était genre, ça, on va checker, là, ça, je sais pas si, finalement, il l'a eu, là. Puis j'étais comme, yes! Puis là, je sais pas, là, il habite plus à Montréal, là, il est comment? Ouais, il s'est acheté un terrain, Dan, il va où est-ce que la vie l'amène, là. Il s'est acheté un terrain dans le nord. Il est complètement YOLO, cet homme-là. Ouais. Puis il s'est construit trois chalets, mais construit comme lui-même, là. Ouais, puis il a documenté ça. Ouais. Il y a une série web là-dessus, très intéressante. Une affaire aussi où il a shippé sa moto en Asie, à un moment donné. Ouais. En fait, je pense que l'histoire, c'est qu'il pouvait pas passer la frontière avec, parce qu'il faisait le tour de plusieurs pays en Asie. Fait qu'il l'a juste vendu, ou il l'a shippé, ou tu sais, il a juste continué sans, là. Parce qu'à un moment donné, je sais qu'il avait shippé, puis il documentait ça, puis toutes ces péripéties, puis il arrive là-bas, la moto part plus, fait réparer la moto, en tout cas, bref. Il est complètement, parce que tu sais, on le voit, ces gens doivent se demander où, mais à la base, c'est un réalisateur, Dan. Ouais. T'sais? Mais pour vrai, c'était un réalisateur dans l'âme, puis à l'université, il s'était mis à faire de la direction photo, puis il était très, très bon. Puis en sortant de l'école, il faisait de la DOP, puis assez vite, il a senti qu'il se faisait catégoriser directeur photo. Fait que il a tout de suite arrêté ça. Ouais, je comprends. Mais il écrit beaucoup. Il est polyvalent. Ouais. C'est fou comment rapidement, quand tu commences dans un truc, il y a des catégories qui se truquent. Puis souvent, c'est drôle parce que t'as pas nécessairement la perception de toi, de ce que les gens pensent de toi. Ouais. Puis je pense que le personnage de Patrice Lemieux lui a collé à la peau un peu trop longtemps à son goût, mais là, je vais pas parler pour lui, là. Ouais. Mais j'avais l'impression, à un moment donné, tu sais, comme, suite à la série télé, moi, on m'appelait pour réaliser des trucs, puis lui, on l'appelait pour faire du Pat Lemieux, alors qu'on avait co-réalisé la série, t'sais. Ouais. Fait que, tu sais, il était, c'est ça. On était tous les deux catalogués, si tu veux, mais moi, être réalisateur, c'est ce que je suis dans la vie, c'est ce que je veux faire, fait que moi, ça me dérangeait pas, mais, je pense qu'il y en a un peu souffert. Tu sais, je pense qu'au Québec, en général, les artistes sont assez vite, même tu sais, t'es un acteur qui joue du drame, on va te cataloguer drame,
Normand Lamour, ça fait 15 ans qu'il fait des rôles de monsieur qui crie fâché. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est bon là-dedans. Ouais. On va le rappeler pour ça. Ouais. C'est dur des fois de sortir de... Exact. Qu'on t'offre un rôle de... un peu à contre-emploi. Mais d'ailleurs, la Maison Bleue, c'est pas de Dan Savoie, ça aussi? La Maison Bleue, l'origine de ça, c'était pendant le tournage de Patrice Lemieux, Entre deux prises. Ricardo Trogi qui faisait le coach. Qui jouait là-dedans. Qui jouait. Ricardo et Dan étaient assis à côté. Ils faisaient une scène ensemble. Puis entre deux prises, ils attendaient qu'on soit prêt à tourner. Puis Trogi, si ma mémoire est bonne, disait ça serait drôle une série où est-ce que le oui de 95 aurait passé. Puis Dan tripe sur l'idée. Fait que Trogi dit ben tu sais, si ça tente d'écrire, écris-la. Fait qu'après Patrice Lemieux, Dan il a passé une bonne année à écrire une couple d'épisodes pour ça. Il a présenté ça à Trogi. Puis là, Trogi a vu le potentiel. Puis il a dit OK, on va le pitcher à KO TV. Puis de là, ils ont mis une équipe, une structure autour du projet. Mais ouais, Dan a participé à l'écriture de ça. Parce que, y a-tu réalisé ou c'est... Non, c'est Trogi. C'est Trogi. Ah oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'était son idée. Ouais, c'est ça. Fait que c'est... mais je sais qu'à un moment donné aussi, Dan, il avait fait le tour de Pat Lemieux, il était comme, je sais qu'à un moment donné, il était content de ça, mais j'allais te demander tantôt, quand on parlait de ça, tu sais, mais là, c'était peut-être moins impliqué dans l'écriture, mais quand tu passes d'une capsule web à une série télé, là, faut vraiment... Tu sais, une capsule web, c'est un sketch, là. T'es pas obligé d'avoir à la limite, il y a même pas de début, milieu, fin, c'est du jump cut, tu sais, il faut que t'aies des gags, tu sais. Mais quand tu fais une série télé, il faut que t'aies un moteur narratif, faut que tu rajoutes de la viande autour de l'os. Est-ce que ça a été dur de comme donner du gaz à ce personnage-là pour sur de la longue forme? Écoute, j'étais plus impliqué dans l'écriture, puis j'en avais beaucoup à faire avec la réalisation. C'est sûr que le personnage de Patrice Lemieux en capsule web, tu sais, le concept, c'était des entrevues journalistiques, tu sais. Exact. Fait que il y a une courbe dramatique dans la capsule quand même. Là. Il y a un début, un milieu, une fin, mais c'est concis, c'est en quelques minutes. Puis le code du montage de ça, c'est un gag qui tombe flat. Si tu dois couper une phrase qui est trop longue, tu le fais. Puis ça passe parce qu'aux nouvelles, c'est ça que c'est. C'est on coupe, on va à l'essentiel du message. Puis là, de construire une courbe dramatique sur une série où est-ce que tu as un personnage. Puis nous, notre personnage, il était très... Au début qu'on le faisait, on essayait de le faire le plus proche possible de la réalité pour que les néophytes du hockey pensent vraiment que c'est un vrai joueur. Puis plein de gens qui connaissaient pas le hockey étaient outrés de voir comment un joueur de hockey peut être épais. T'sais. Mais ils pensaient vraiment que c'était un vrai joueur. Puis, le niveau de jeu le plus petit possible, mais quand même... Même si aujourd'hui je regarde ça et je trouve ça gros, là, mais reste que l'idée, c'était d'être le plus réaliste possible puis que ce soit vraiment le contenu qui soit dans les subtilités, mais comme qu'il n'y avait pas de bon sens. Puis rendu... tu parlais tantôt, il a fait le bye-bye, puis au bye-bye, tu sais, le bye-bye appelle un code vraiment plus gros, plus caricatural. C'est vraiment ailleurs. Puis le bye-bye est vu par tout le monde, tu sais. Fait que puis ce sketch-là qu'ils avaient fait au bye-bye, auquel j'avais pas participé, avait eu un énorme succès. Fait qu'on s'est mis à faire la série télé, ben il y avait un peu ce désir-là de la part des auteurs de retourner là, tu sais, de retourner à quelque chose d'un peu plus gros. C'est quoi qu'il avait fait au bye-bye? Je me souviens pas. C'était La famille Lemieux. OK. Tu sais, fait qu'il rentrait la femme, Chana. Exact. C'était Véro Cloutier qui jouait sa femme, puis tout ça. Puis tu sais, nous, dans notre code avant ça, tu sais, la Shannon, on la voyait jamais. Shannon, c'est ça. Ouais, on la voyait jamais. T'sais, on en parlait, mais on la voyait jamais. C'était un peu comme la femme de Colombo, là. Tu sais, c'était comme, on en parle, mais on l'a jamais vu. Ouais, exact. Fait que là, on brisait ce code-là. Fait que la série télé a brisé plusieurs codes qu'on avait établis pour la web-série, puis là, on allait ailleurs. Fait qu'on avait notre personnage qui était rendu un tout petit peu plus caricatural, mais encerclé par des gens vrais. Je me souviens, l'intention de réalisation au début, c'était un peu de faire comme à la Modern Family, tu sais, comme faire comme si c'était du documentaire qui suivait Pat Lemieux. Fait qu'on gardait nos codes de montage puis les tout ça. zoom-in, la caméra épaule, il y a un petit côté, ouais. Puis très vite, ensuite, à l'écriture, je disais, ben ça nous empêche de faire des scènes dans un club de danseurs, ça nous empêche. Puis moi, j'étais pas nécessairement, tu sais, comme les gens vont acheter là, qu'il y a un crew caméra qui suit n'importe où. Tu sais. Depuis The Office, c'est littéralement devenu un code de télé. Exact. Accepté, Exact. Tu sais. Mais là, fait que là, bref, le code de télé est resté là, mais
Tu sais, comme, tu sais, la fin de la saison 2, il s'en va en prison, tu sais, comme jamais des caméras seraient là, mais là, les caméras étaient là quand même. Là. Mais c'est ça. C'était, tu sais, pour répondre à ta question, j'ai trouvé ça différent que le web. Je suis pas prêt à dire que c'était moins bon ou meilleur, mais c'était vraiment différent la série télé. Ouais. Le personnage Patrice Lemieux dans la série télé. T'sais. Je pense que après ça, il fallait qu'il prenne sa retraite. Là. Modern Family, ça fait, tu sais, parce que c'était vraiment le sitcom numéro 1 à l'époque, mais Ouais. je viens parce que j'en avais regardé à l'époque, mais je me souviens même plus s'il accusait la caméra ou non. Oui, il l'accusait. L'accusais-tu? Ouais. Il l'accusait, mais tu sais, on l'oubliait, mais une fois de temps en temps, il l'accusait. Puis tu sais, ce qui était vraiment le fun de cette série-là, c'est que tu avais toujours les entrevues de chaque personnage dans leur lieu qui accusaient la situation qui venait de se passer aussi. Tu sais. Ouais. Ça, on l'a gardé avec Patrice Lemieux. Tu sais, il y avait les entrevues. Ouais, mais qui ponctuaient. très The Office. Tu sais, genre, ça revient au single où il raconte il parle de la scène qu'on a vécue, mais tu sais, dans The Office, parce que c'était systématique. Là. Jim, il regarde la caméra. Michael, il fait un show. Tu sais, Modern, c'était plus... On voulait plus les laisser aller, mais je me suis dit, fait qu'il accusait quand même la caméra. C'est fou comment, les années 90, c'était comme sitcom, c'est comme studio devant le public, décor en carton, applause. Ouais. Arrive The Office, comme... Ouais, le carton, là, ça le fait plus. Puis là, Tout de a ça changé. dérive, c'est ça, un tout nouveau. Puis ça fait quand même plus que 20 ans, The Office. C'était 2001, je pense. Je parle de la British. La là. British, ouais. Avec Ricky Gervais, ça fait quand même longtemps. Là. Ouais. Puis, bref. Moi, je pense que la dernière bonne série sitcom avec des rires en canne, je pense que c'est Friends. Mais puis ça finit en 2004. Ouais, exact. Hey, c'est fou que The Office UK a existé avant que Friends finisse dans ma tête. C'est comme deux temporalités avant puis un différentes. après. Là, ouais, puis Friends, là, c'est très... Tu sais, Friends aussi, c'est très classique, sitcom. Là, c'est classique. T'as-tu checké la réunion sur que... Ouais. Comment tu t'es senti? Ben écoute, moi, c'est la série de mon enfance. Fait que, tu sais, Oui, je comprends. Tu sais, j'avais pas des très hautes attentes. Là. J'étais content de les revoir. C'est de la nostalgie. La nostalgie plus qu'autre chose, ouais. La nostalgie puis beaucoup de chirurgie plastique aussi. Ah, ça, c'est... Écoute, je veux pas commenter ça. Non, je mais, comprends, c'est un terrain glissant. Ouais. Mais c'est plus que quand t'as pas vu les personnes depuis longtemps, t'es comme, je vais checker ça, t'es comme, oh! Mais c'est fou comment, on parlait de Dan qui était pris avec Patrice Lemieux, comment Jennifer Aniston, qui est tellement une excellente actrice, qui se fait offrir des rôles toujours avec la Rachel en tête, là, tu sais, alors qu'elle peut aller tellement loin. Là. Elle a fait un film, elle, que pas assez de gens ont vu, dans lequel elle était vraiment bonne. Oui, elle aurait dû gagner un Oscar pour ça. Tu sais que je parle de... Elle était enceinte ou elle avait... Il y avait le titre Girl, il y avait le mot Girl dans le titre. Écoute, j'ai vu c'est le genre film. 2002, là. Ouais. Avec Jake Gyllenhaal. Non. Ok, c'est pas lui. Moi, ça, c'est plus tard. Moi, c'est dans les 10 dernières années. Ah, OK. Ouais. Parce qu'elle a fait la série matinale, là, avec Reese Witherspoon, puis ils ont des nominations pour ça, mais moi, c'est un film indie, début des années 2000, Jake Gyllenhaal, il y a un de mes acteurs préférés, c'est John C. Reilly. OK. C'est ça? Qui joue dans... Oui, John C. Reilly, c'est ça, qui joue dans les films de Paul Thomas Anderson, qui est un tabarouette de comédien. Je pense que c'est Another Girl, mais je veux pas dire n'importe quoi, de Jennifer Aniston, qui était vraiment bonne là-dedans, puis c'était un film qui était petit budget, ça, mais qui l'avait un peu mis sur sa map comme étant une actrice dramatique crédible. Mais il n'y a pas eu de suite à ça, puis j'étais comme, man, elle était vraiment bonne là-dedans, là, tu sais. Ah, tu vois, je l'ai pas vu. C'est ça? C'est quoi le titre? C'est un autre... Fred est sur son sel en ce moment. Ouais, il est en train de Google Research. Je cherche. Tu cherches l'autre affaire qu'on parlait? Je cherche un peu tout ce qu'elle a fait, là. Parce que les autres, tu sais, Courtney Cox, moi je me souviens, je la connais elle jouait dans Ace Ventura, le premier. Ah ouais, t'es là-dedans? Ouais, moi, je me souviens de Scream. Oui, avec Drew Barrymore. Ouais. Qui était également la petite fille dans E.T. Elle avait 3 ans. C'est vrai. 3 ans, 4 ans, 5 ans, bref, elle était elle a eu toute une Toi, tu parles de The Good Girl. The Good Girl. Ouais. The Good Girl avec Jake, je pense que c'est Jake Gyllenhaal, puis John C. Reilly. Puis elle était vraiment bonne là-dedans, puis c'était un peu dark. Mais je suis comme, pourquoi elle n'a pas eu d'autres rôles un peu dans cette veine-là? Mais c'était vraiment cool, si tu n'avais pas vu. Mais en tout cas, de souvenirs, je veux pas que je dis ça, mais rajoutez ça à votre liste Letterboxd. T'es sur Letterboxd, Fred? Non.
en tant que réel. T'es-tu cinéphile? Pas mal. C'est l'application sur laquelle... c'est comme le Strava du cinéma. OK. C'est que tu peux... Je suis vraiment pas application. Non, moi non plus. Moi non plus, mais c'est ma préférée de la dernière année. Tu peux rajouter... tu sais, parce que t'as toujours des films que tu veux voir, puis au lieu de les mettre dans ton cell puis d'avoir 3 listes, t'as comme ta watch list, puis quand t'es notes, tu peux te faire des listes comme dans Spotify, des gens, tes meilleures comédies, tes meilleures... Puis tu peux comme suivre tes amis, j'ai vu que Fred a vu le film de Jennifer Aniston puis qu'il a noté 3 étoiles. OK, fait qu'il a aimé ça. Ben, je vois, Fred, t'as vu tel film? Là? C'est cool. Tu me l'as vendu. Vendu! Je pense que j'en ai parlé. 100% de mes amis à qui j'en ai parlé sont rendus sur Letterboxd, puis dès qu'ils checkent un film, ils login. Puis je suis comme, t'as vu ça? Là? Bref, c'était la pub non payée, malheureusement. J'attends encore la subvention. Letterboxd, come on, envoyez du blé. Ils savent pas qu'on existe. Excuse, avant qu'on enchaîne... puis on dérive sur la carrière de Jennifer Aniston et de Friends et de sitcom. Tantôt, tu parlais de la série télé, puis ça m'a rappelé que Sam Breton, est-ce que tu connais Sam Breton? Oui. Humoriste avec qui j'ai fait l'école de l'humour, avait été faire... Un joueur de hockey? Oui, sur la série à part. Et puis Sam, c'est évidemment un gros fan de hockey, puis gros... évidemment, il adore jouer aussi. Il a joué tout son hockey mineur. Puis il s'est levé, je sais pas, à 2-3 heures du matin. Je pense qu'il n'avait pas dormi de la nuit parce que pendant le temps qu'il s'endorme, il s'est réveillé, puis... Il avait fait le tournage, puis tout ça, puis il me contait que, tu sais, c'était tous des gars qui jouaient nord-américaines, des gars semi-pro. Ben nous, c'est ça. Quand on a fait les scènes de hockey, la chose que je détestais le plus dans toutes les séries de hockey qui ont été faites au Québec, c'est que tu le vois que les joueurs, c'est pas des pros. Tu sais, sur la glace, là, tu y crois pas. Tu sais, comme... Quand dans l'ancien compte, ils patinent de la bottine. Là. Exact. Tu sais, comme t'en as 2-3 qui savent patiner, mais... Puis ensuite, les chorégraphies de jeu sont tellement précises... que tu y crois pas. C'est comme tac, tac, tac. Ouais, puis c'est fait au ralenti, puis c'est... T'sais, fait que nous, c'était vraiment important que les gars sur la glace savent jouer. Fait qu'on avait engagé les éperviers de Sorel dans la ligue de semi-pro. Ça, c'est des joueurs qui ont tous joué dans Q, qui ont joué professionnel en Europe, qui ont failli faire la ligue nationale. C'est des joueurs qui savent même frapper. S'ils n'ont pas passé proche, ils sont quand même vraiment... Ils sont vraiment bons. Ouais, ils sont vraiment bons. Puis, il y avait quelques trous à combler. Fait qu'on avait demandé à du monde qu'on connaissait qui savait jouer, dont Sam Breton, Derek Frenette. Moi, j'avais 2-3 amis de mes ligues à moi qui étaient là. Puis, c'est ça. Puis, puis pour les chorégraphies de jeu, pour que ça soit vrai, c'est tout du monde qui joue du hockey organisé. Donc là, c'était, OK, je veux des 3 contre 1, je veux des 2 contre 1. Puis on fait pas de jeu, tu sais, vous y allez, vous en faites 4-5, puis on se fait une banque d'images avec ça. OK, power play de ce côté-là. OK, on est en séries éliminatoires, faut que ça frappe. 5 contre 4 de ce côté-là. Si la défensive prend la rondelle, vous la dégagez, les autres reviennent. C'est un peu comme une pratique, mais jusqu'à temps qu'on ait un résultat. Puis les caméramans, j'avais engagé pour ça. Il y avait le directeur photo de la série, mais il y a aussi des caméramans qui, eux, travaillaient au Centre Bell, qui étaient habitués de suivre les jeux de la Ligue nationale, fait qu'ils étaient capables d'anticiper les passes allaient où, tu sais, parce qu'on veut pas un directeur photo qui connaît pas qui connaît le hockey pour jouer avec ses amis, mais qui connaît pas tant le hockey organisé, pourra pas anticiper où la rondelle va aller, versus un caméraman qui sait, les pros, c'est qui envoie la rondelle, ils sont pas surpris quand il y a un slap shot, comme on dit en latin, à au-dessus de 100 km/h. Tu regardes la reprise au ralenti, la rondelle est trackée tout le long. C'est parce qu'ils savent. Ils savent quand y aller, où arrêter. Fait que bref, ça faisait nos scènes de hockey étaient crédibles. Ça, c'est quelque chose que j'étais très content de la série. C'est nos scènes de hockey étaient vraiment crédibles. T'avais-tu checké Slapshot à l'époque? Parce que, évidemment, c'était sur sa vieillie, puis 67, mais le réal de Slapshot était quand même un gars qui avait gagné des Oscars. Pour The Sting, le George Roy Hill. T'es vraiment plus cinéphile que moi. non, mais je suis pas là pour te complexer, c'est toi qui es réel. Mais lui, je me souviens que, étonnamment, quand je recheckais Slapshot, je suis comme, c'est quand même, somme toute, bien filmé. Tu sais, alors que, plus que, mettons, Youngblood. Avec Rob Lowe, qui est un film de hockey des années 80 dans lequel, encore une fois, Rob Lowe n'est pas du tout crédible comme joueur de hockey. C'est shot de patin, shot de face, cut shot de patin. J'ai jamais vu des batailles d'épée avec des bâtons de hockey. Ah ouais, ça c'est vintage. Don Cherry a une couple d'histoires de ça, mais c'est fucking vintage. D'ailleurs, Youngblood qui a très mal vieilli, évidemment, qui a un message extrêmement confus sur la violence
et l'importance de la violence au Ouais. hockey. Son père qui l'amène d'une grange, va te montrer comment ça marche. Ouais, c'est pas confus, c'est assez... Ah ouais, non, ça fait c'était clair. Mais tu regardes, t'es comme, ben non. Mais oui, mais bref, c'était pour dire la tournée du hockey. Y avait-tu des anecdotes que t'avais marquées du tournage de... Ben, il y avait dans ces journées-là où est-ce qu'on avait des pros qui faisaient ce qu'on appelle figuration spécialisée. Ouais. On tournait, tu sais, en une journée, on tournait toutes les scènes du Centre Bell. Ouais. On tournait à l'auditorium de Verdun, puis on remplaçait les estrades par les estrades du Centre Bell. Mais fait qu'on avait l'équipe locale qui était l'équipe de Montréal. Eux, ils avaient le même uniforme. Puis on avait les équipes adverses. Puis on avait choisi des équipes adverses que la couleur des gants, des casques, des culottes était la même couleur. Fait qu'on avait pris Chicago, Boston, Philadelphie. Ouais, c'était tout noir, c'est ça. Fait qu'eux, ils avaient juste à changer les bas pis les chandails quand on faisait une scène, qu'on changeait d'équipe. Mais ils passaient la journée à faire le pont entre la glace et la chambre des joueurs, la place, la chambre des joueurs. Puis avant le dîner ou à la fin de la journée, ils allaient prendre leur douche comme tous les joueurs de hockey. Puis tu gardes la porte ouverte, t'es tout nu. C'est ça, tu sais. C'est ça une chambre de hockey. Puis je me souviens le crew... le crew costume et direction artistique qu'il avait à faire avec eux était très, très mal à l'aise de ça. Puis il y en a un qui était venu me voir, il disait, Fred, faut que tu fasses quelque chose, tout le monde est tout nu. Puis là, je dis comme, attends, c'est sûr que l'actis ou les conventions, on peut se faire taper ses doigts. J'étais allé les avertir, mais je dis, tu sais, faut que tu comprennes que dans leur tête, ils sont pas tout nus. C'est une chambre de hockey. Là. Pour les mêmes raisons que tu voulais du réalisme sur la glace, Ouais. t'as du réalisme hors glace. Exact. C'est-à-dire, Exact. c'est vraiment ça. Ouais. Okay. Ouais. Mais je comprends. C'est là qu'il avait filmé aussi la série Béliveau. Oui. J'avais fait, moi, de la figuration de hockey là-dedans, puis c'était le vieux forum, c'était tourné À l'auditorium. qui est le choix numéro 1 des Foo Fighters pour leur retour à Montréal. Mais ça n'a pas rapport. Mais non, ce que je veux dire d'une anecdote que Sam m'avait conté, qui m'avait beaucoup fait rire. Mais il y avait aussi Dan, je me souviens, qui m'avait raconté que vos shots, votre chandail du Canadien était trop réaliste. Ouais. Les Canadiens vous ont tapé ses doigts. Ouais. C'était trop proche de la vraie couleur. Ouais. Puis c'était pas le signe, on s'entend, vous utilisiez pas le logo. Mais non, c'est trop notre rouge, les amis. Exact. Fait que saison 2, il a fallu les changer. Ouais. Puis, Martin Roy, qui est producteur pour une autre boîte, avait vu Plan B saison 1. Mm-hmm. Puis, on tournait ensemble, Martin et moi, sur les Newbies, une série de fiction. Puis, on voulait avoir on voulait que du hockey joue à la télé en background. Puis là, je dis, ben, tu sais, je serais surpris qu'on puisse mettre une vraie game de la Ligue nationale. Là, ça va coûter une fortune. Je dis, non, dans Plan B, ils en ont mis des vraies games de la Ligue nationale. Ils n'ont pas eu de problème. Fait que ouais. Fait que là, j'avais pas encore écouté Plan B. J'écoute Plan B, puis je vois les shots. Je reconnais mes shots. C'est du Pat Lemieux qui joue à la télé, mais les shots sont tellement vrais. Oh, c'est les scènes de hockey qu'on avait tournées parce que c'est KO TV qui produisait les deux. Fait que les shots appartenaient à KO TV. Oui. Fait que il y avait tous les droits, puis ils ont vraiment bien fait de les mettre. Puis j'avais une certaine fierté que qu'on mélange. Puis t'as reçu un chèque de 8000, c'est pas vrai. Non. C'est drôle qu'on... Ben oui, c'est parce que les shots de foule aussi, c'était pas des vraies foules, mais c'était réaliste. Fait que ça passait vraiment bien. Ouais, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 50 figurants qu'on collait sur le bord des bandes. Exact. Puis le reste des estrades vides, on faisait ce qu'on appelle des plates. Ouais. Fait qu'on avait tourné au Centre Bell, puis on remplaçait la foule, les bancs vides par la foule du Centre Bell. Ouais. Exact. Une affaire que Sam Breton m'avait conté, tu sais, quand on parlait des joueurs semi-pro qui viennent avec tout le package d'un vrai joueur semi-pro, il y avait une scène où Pat Lemieux devait, je pense, aller en échapper et compter. Ça, je sais pas si tu sais où je vais avec ça. Puis c'était un vrai goaler. C'est un goaler semi-pro. Puis Pat Lemieux, Dan Savoie, c'est joué au hockey. J'ai joué junior, je pense qu'il me disait, ou je sais pas trop quoi, tu sais. C'est un bon joueur de hockey. Tu sais, exact. Puis il me disait, bon, je suis joué au hockey, puis ça. Puis je l'avais croisé dans la ligue de garage, puis... Fait que là, tu sais, il va pour jouer, mais tu sais, il score pas parce que c'est un goaler pro, puis il en fait un autre, puis il score pas, puis il en fait un autre, puis il score pas. Mais tu sais, faut vous compreniez, une journée de tournage, c'est coûteux. Là, les minutes, là, toi, Conrad, t'entends les minutes s'écouler. Il y a toutes les shots qui restent. Puis là, mais faut que le personnage score pour le... Fait que là, il est allé voir le gars, ouais, ça faudrait que tu me laisses scorer parce que là, on est quand même un petit peu en retard, puis... ouais, ok. Fait que là, il refait un truc, il l'arrête encore. puis là, Dan, il va le voir, il fait... Ouais, c'est ça, là... ça, faut vraiment que je score. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire droite, gauche, whatever. Il va falloir que tu tasses pour... Parce que là, tu sais, mais l'orgueil de joueur de hockey était tellement fort comme... Non, là, il va falloir qu'il me batte pour vrai. C'est comme... Non, ça, c'est vraiment une fiction. Puis là, c'est plus drôle. Il y a plein de gens, sûrement, qui sont retardés, puis l'argent s'écoule. Puis c'est comme... Oh!
Puis là, finalement, ils l'ont fait, puis le gardien a fini par le laisser compter. Mais ça me fait rire de... Mais tu sais, moi c'est parce que, tu sais, en plus, c'est que il y a rien que je trouve, il y a rien que j'aille le plus que quand ça paraît que, parce que moi je suis goaler dans la vie, là. Quand ça paraît que le goaler fait dans les fictions, fait exprès pour que le but rentre, tu sais, comme ça paraît. C'est toi qui avais dit « Laisse-les pas scorer ». Écoute, peut-être en début de journée, c'est un genre de speech que j'aurais pu faire aux goalers, genre vous arrêtez tout, vous vous battez pour les arrêter, pour que les buts aient l'air vrais, tu sais. Ouais, je sais exactement de quoi tu parles dans toutes les shots de shootout, de tir de punition, là, puis je repense aux Mighty Ducks, tu vois le goaler slider complètement en dehors de son but pour une raison complètement... Oh, tu sais, c'est comme, rendu là, c'est de l'épilepsie, là, tu sais, ça a plus rapport. puis t'es comme, bon, il voulait vraiment, mais regarde. On a parlé beaucoup on a parlé de Dan, on a parlé de Pat, tout ça, mais ça, t'as fait beaucoup de réal, de plein d'affaires, t'as donné dans ma tête, justement, la série que Pat Gros a fait. Mais une des raisons pour lesquelles ça a attiré mon attention pour que je t'invite ici, c'est la série jeunesse, non, c'est pas vrai. C'est la 3e saison de Cornemuse que t'avais réalisé, mais qui n'a pas été diffusée pour je sais pas quelle raison, puis je veux que ça ressorte. Non, c'est que t'as fait un documentaire qui était d'ailleurs au Rendez-vous Québec Cinéma, si je me trompe pas. Exact. L'an dernier? C'est l'hiver passé. Là. OK, ouais. 2023, donc. Oui, l'hiver 2023. Je voulais le voir, mais je pense que j'étais pas à Montréal. Puis là, ils ont fait une version plus courte, je pense. Non, c'est la même? fait, on l'a fait. Il était fait pour Radio-Canada. Okay. On a fait le film. Puis, il a joué en primeur au Rendez-vous. On a juste enlevé il y avait 2 espaces pour les pauses. On les a juste enlevés. Fait que, au Rendez-vous, ils jouent en continu, mais c'est la même cote. Ah, OK, cool. Parce que quand, justement, je savais que j'allais te voir, j'avais demandé à Hugo qui s'occupait du booking, tu dirais de m'envoyer le docu, tu sais, évidemment, je voulais le voir. Puis là, il dit, il est sur Point TV. Puis moi, j'étais comme, je sais qu'il est sur Point TV, mais dans ma tête, c'était pas le full docu. Non, c'est mais les rendez-vous les rendez-vous m'ont demandé si je pouvais leur faire si j'avais une cote plus longue. Puis il était mixé, colorisé puis tout ça, puis tu sais, parce qu'à télé évidemment, faut que tu respectes le timing à la seconde près versus un film au cinéma où tu donnes vraiment le rythme que tu veux puis t'as pas de timing là. Puis j'avais peut-être eu une version un peu plus longue, mais j'endossais à 100% la version télé, puis c'était ça la version du film, fait que j'avais pas une director's cut si on veut là, tu sais. Le moment Apocalypse Now où t'as la version Redux de 4h30. C'est ça, là, faut que tu te bookes des vacances pour l'écouter. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est, fait que t'as laissé la version Aziz pour le Rendez-vous. D'ailleurs, j'invite les gens qui aiment les films à aller au Rendez-vous. J'ai vu plein de docus, de fiction, courts, longs, plein d'affaires keb là, que en tout cas je le dis parce que je trouve tout le temps ça méconnu, on dirait, tu sais, que les gens savent pas des fois que... Enfin, le cinéma québécois est excellent, mais c'est sûr qu'on n'a pas la machine de distribution du cinéma hollywoodien, fait qu'on est écrasé en dessous de ça, mais en termes de qualité puis d'histoire qui se raconte, on est meilleur que les Américains. Je le dis sans hésiter. Là. Mais avec les moyens... Mais c'est qui me disait cette semaine qu'en termes de fiction produite per capita au Québec, on est genre... C'est hallucinant là, ce qu'on fait. Ou en termes de juste en général, je sais pas si c'était production télé en général, c'est comme pour le budget, le marché qu'on a, c'est comme... Mais comment est-ce possible que ce petit peuple, démographiquement parlant, produit autant de contenu, tu sais? Ben, on a une culture à défendre avec le fait francophone. Tu sais, le Canada anglais, je pense que les 10 shows télé les plus écoutés, t'avais Hockey Night in Canada, t'avais The National, pis ça c'était à l'époque... Peterman's Bridge. Ouais. Puis les 8 autres shows, c'était des shows américains, tu sais, parce que il y a pas de barrière de la langue. Non. Fait qu'ils ont le contenu anglophone des États-Unis rentre très facilement, puis au Québec... Plus de budget, mieux fait. Oui, les Américains ont de l'argent comme ça, pas de bon sens. T'sais, nous, ce qu'on réussit à faire avec les moyens qu'on a, c'est pour ça que nous, on mise beaucoup sur l'histoire. Je parle surtout du cinéma, là, de la télé aussi, mais du cinéma. Puis le fait français, le fait qu'on fait du contenu francophone parce qu'on a une demande francophone autre que juste traduire, tu sais, fait que une identité propre aussi. Ouais. Parce que souvent les Canadian shows, c'est un peu lame, c'est genre de comédien un peu mononcle, corner gas ou genre tu sais ou des affaires un peu comme grand public, mais tu sais c'était comme jusqu'à ce que Letterkenny arrive là, il y a comme je sais pas si tu connais Letterkenny là, c'est comme une émission que là ça a comme oh shit, OK, on fait des affaires cool, puis là ils font Shoresy, une série télé, mais tu sais
ça, on dirait que comme, t'es pas, tu sais, j'ai regardé justement récemment des listes de films. Ma passion, c'est des listes de films, genre comme, suivre des comptes qui font des, whatever. Puis là, c'est comme, tu sais, best. Puis je pense que le Globe and Mail, il y a une couple de semaines, ils ont fait Best Canadian Comedies of All Time. 25 best. Puis le cinéma dit canadien en général, tu sais, c'est, évidemment, il y a David Cronenberg, il y a une couple de, mais c'est beaucoup. Atom et Goyan. Atom et Goyan également, bien sûr, qui sont mondialement connus. Mais c'est beaucoup le cinéma québécois, le cinéma canadien. Tu sais, c'est beaucoup des Denis Arcand, des Jean-Marc Vallée, Philippe Falardeau. Tu sais, fait que tu fais comme, ouais, c'est sûr qu'on en produit une bonne quantité de tout ça, tu sais. Fait que c'est, en tout cas, bref, encore une fois. Puis tu sais, moi, mon influence, ce qui m'a amené à faire du cinéma, puis mon influence, c'est le cinéma hollywoodien, là, tu sais. Ouais. Puis un empêche pas l'autre, donc. Exact. C'est un de mes amis à qui j'étais à l'université, Éric Kamalo-Bouliane, qui est venu au podcast. Ah oui, ben, il est en train de un tout film faire. d'hockey. Il a fait les barbares de la Malbaie. Oui, exact. Tu sais, lui, je pense que c'est Pulp Fiction là, qui l'a... Ben, lui, il est très Superbad aussi. Là. Ouais. Très Monsieur Superbad. Ouais. Il est presque Jonah Hill aussi. C'est quelqu'un épeurant. Mais oui, d'ailleurs, il a fait Farador, que je suis allé voir au cinéma aussi. Tu sais, il a coécrit Viking. Ouais. Puis, il est sur tous les putains de projets. Là, tous les meilleurs projets. Dans chaque entrevue, il est comme, je tente 2 burn-out. Bon. C'est ça qui arrive au Québec quand il y a une personne que, encore une fois, on parlait de catégoriser au début, genre, quoi, Bouliane écrit des bons films? Puis là, c'est comme, il se fait engager sur tout. Je pense qu'il est allé faire une formation à LA aussi de scénarisation. Lui, le pire, c'est qu'à l'université, il étudiait en cinéma, puis son projet, son scénario avait pas été retenu. Ben là, toute cette histoire-là ne m'étonne, mais alors là, pas du tout. Puis ceux que ça a été retenu font peut-être plus ça dans la vie, là. Ouais, exact. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tout le temps, ça. Mais non, ça, Eric, super. Puis ça, il a fait les barbares dans la Malbaie, fait que les 2 scénaristes étaient venus au podcast. Ouais. Puis Phil Audrey, qui était l'année en dessous de moi à l'école de l'humour, donc j'ai côtoyé 1 an, était le lead dans ce film-là. Bref. Mais oui, Kamala, tout le monde l'appelle Kamala, c'est ça? Mais ouais, si vous avez la chance de faire un Farador, peu importe, là, quand des films Keb sortent de même, allez les voir au cinéma, tu sais. Ouais. Allez les voir au cinéma, donnez une chance. Parce que, puis, ultimement, que t'aimes ou pas le film, donne-y une chance, puis le fait que t'es allé, ça donne la chance parce qu'il y en a un autre. Puis tu vas peut-être aimer le prochain, tu sais. Puis il y a comme cette affaire-là où, je pense, de plus en plus, comme, non, tu sais, personne n'a envie de sortir de chez eux, puis ben, moi, checker, m'entendre que Netflix, mais c'est comme, vas-y, tu sais, c'est comme important. C'est le fun d'aller au cinéma. C'est vraiment le fun. Moi, je vais vraiment beaucoup au cinéma et seul, et je recommande ça à tout le monde. Moi, j'ai fait ça pour la première fois. Aller voir un film seul au cinéma, c'est vraiment le fun. C'est comme découvrir l'héroïne. T'en reviens pas. Ouais. Quand t'as 14 ans, t'es comme, c'est fucking lame. Aujourd'hui, adulte, je suis comme, ces gens-là ont compris des choses avant tout le monde. Oui, tout à fait. Non, je vais souvent avec des amis, mais là, tu sais, en plus, il y en a plein qui sortent, là. Puis là, il y a Barbie, Oppenheimer. En tout cas, bref. Par le temps que l'épisode sorte, ça va être sorti depuis 6 mois, mais ça sera même plus en salle. Mais bref, fait que on a beaucoup de tangents de cinéma aujourd'hui et j'haïs pas ça, on va te dire tout de suite. Mais justement, en parlant de cinéma, parlant de docu, on arrive à ton film qui s'intitule Les Cèdres du Liban. Là, il y a un double sens à ça que j'aimerais t'expliquer, s'il te plaît. En fait, Les Cèdres du Liban, c'est trouver un titre d'un film ou d'une série télé ou peu importe, c'est ce que j'haïs le plus. Fait que c'est sûr que tu l'as en premier ou en dernier. Exact. Puis ça, c'est l'équipe. En fait, c'est la toile de fond, le prétexte de faire ce documentaire-là, c'est sur l'équipe nationale de hockey du Liban. Hockey sur glace, là, pour de hockey sur glace. Ouais. Qui est basé à Montréal. Je pourrais élaborer un peu plus tantôt là-dessus. Oui. Et il y a une deuxième équipe qui s'est faite avec ces joueurs-là pour participer à des compétitions qui sont pas sous la régie de la AAHF ou du Comité olympique libanais, mais que c'est exactement la même équipe, les mêmes joueurs, qui s'appellent les Cedars, donc les Cèdres. Donc, les Cèdres du Liban, c'est un peu comme le Lebanese Cedars, c'est un peu comme les Canadiens de Montréal, si tu veux. Fait que, et le cèdre, c'est l'arbre emblématique du Liban qui est sur le drapeau du Liban. Donc, voilà. Et ton lien au Liban? Ben, moi, mon nom de famille, c'est Nassif. Mon nom de famille est libanais. Mon père est libanais. Il est arrivé au Québec à l'âge de 19 ans, à peu près. Puis, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune. J'ai joué du haut niveau. Puis, en 2017, les Libanais, un peu pour imiter ce que Georges Larac avait fait avec Haïti, ont monté une équipe d'hockey-ball pour aller compétitionner au plus gros tournoi de hockey-ball que cette année-là était en République tchèque.
Mes amis du cégep qui savaient que j'étais Libanais, qui savaient jouer au hockey, m'ont appelé pour savoir si ça me tentait de participer à ça. Puis genre, moi, le hockey-ball, ça m'intéresse pas. Mais si jamais... le coach m'avait appelé, Ralph Melky m'avait appelé, puis j'ai dit, si jamais tu fais une équipe de hockey sur glace, appelle-moi. Puis plusieurs personnes lui ont dit ça, fait qu'il y a eu l'idée de faire une game de hockey sur glace qui allait financer l'équipe de hockey-ball pour leur voyage. Et on a joué contre Team Haïti. Georges Larac a monté son équipe de son côté. Et ce match-là a tellement eu de succès que les plusieurs personnes du Moyen-Orient ont entendu parler et ont invité l'équipe à participer à des tournois, à la Coupe arabe, à des tournois au Moyen-Orient, des tournois de hockey sur glace. Parce que les pays arabes riches comme les Émirats arabes ou le Koweït savent plus quoi faire de leur argent, fait qu'ils ont construit des arénas puis ils ont des programmes de hockey parrainés par la KHL, surtout la Biélorussie. Et de là, on a monté, je dis je suis juste un des gardiens de but, là, j'ai rien fait là-dedans, là, mais ils ont monté le programme de hockey libanais, ils ont été voir le gouvernement libanais, le comité olympique libanais leur a donné l'aval que notre équipe représente le Liban. Les joueurs viennent partout autour de la planète, ça c'est dit, là, c'est pas juste de Montréal, là. Il y a l'Ouest canadien, les États-Unis, l'Europe. Il y a un Français dans l'équipe également. Il y a un Français, oui, un gars de Paris qui joue Division 1 là-bas, je pense, qui est très fort. Quand même. Quand tu dis que tu as joué au niveau, toi, tu as joué où? Je me suis rendu jusqu'au Junior 3. Quand même. C'est là que j'ai arrêté. Quand même. Mais tu sais, dans l'équipe, il y a la NCAA. Il y a les joueurs qui sont rendus le plus loin, ce serait les frères Waked. Gabriel Waked, lui, il a joué pour l'Armada et son frère Antoine Waked, il a joué pour le Rocket de Laval. Plusieurs gars dans la NCAA. Donc, on a c'est du bon calibre. Là. C'est du très bon calibre. Évidemment, c'est toute la double citoyenneté, là, soit Canada-Libanais ou Américain-Libanais. Parce qu'au Liban, il n'y a pas d'aréna. Et c'est littéralement zéro aréna. Il y en a déjà eu une dans le temps que l'OTAN, ou je sais plus trop, mais qu'il y avait des Occidentaux qui travaillaient là-bas. Puis ça a déménagé dans un autre pays. Donc, l'aréna est devenue un studio télé. Donc, il n'y a pas d'aréna là-bas. Puis la situation au Liban qui va pas bien, il y a pas beaucoup de... Le gouvernement donne, je pense, 2 heures d'électricité par jour. T'sais, une aréna, ça coûte cher en électricité. Construire une aréna, c'est pas la priorité au Liban présentement. Et on comprend. Oui, tout à fait. Mais avec les succès de notre équipe, là, plusieurs politiciens veulent qu'une aréna se construise parce que on a une équipe qui compétitionne à l'international. C'est quelle division, ça? C'est comme, ou c'est pas dans la, c'est pas sous la AAHF? En fait, on est membre affilié de la AAHF parce que pour être membre complet, il faut avoir une aréna, une ligue et un programme dans le pays autre. Fait que là, on est membre affilié. Donc, c'est une condition qui fait que vous pourriez passer à l'étape suivante. Exact. Parce qu'on a reçu au podcast dans les dernières années des Québécois canadiens qui avaient fait la même chose, mais pour le Maroc. Ouais. Vous avez peut-être sûrement entendu parler, là, mais qui ont fait une équipe marocaine aussi sur glace, puis les mêmes procédures, tout ça. Ouais. Fait qu'il y a comme un truc là, identitaire de retourner aux racines. Toi, t'es né au Canada. Oui. OK. T'es né au Québec même. Oui. Ton père, qu'est-ce qui l'a poussé... j'ai une petite idée, mais quand même, qu'est-ce qui l'a poussé à quitter le Liban? Quelle année à peu près? En fait, mon père a beaucoup vécu en Égypte. En fait, ça c'est pas. J'ai beaucoup d'amis là, Libanais, égyptiens, c'est beaucoup le cas là. Ouais. Comme on est passé par la Syrie, on est passé par. Il y a beaucoup ça là. Ouais. Et il y a une époque où les catholiques étaient un peu de moins en moins bienvenus en Égypte. Là. Ça c'est plus le cas aujourd'hui. Là. Puis il y avait un exode, le rêve américain où finalement mon père a choisi le Québec, puis ses frères et sœurs ont tous quitté. J'ai une tante qui est en Australie, une tante aux États-Unis, et les autres sont tous venus à Montréal. Puis il a plus jamais voulu retourner. Il est jamais retourné au Liban. Il est jamais retourné au Moyen-Orient. De sa vie? Non, il a voulu quitter. Il est venu à Montréal, acheter une maison à Montréal, c'était important. C'était un statement comme quoi que là maintenant il était rendu canadien, il était rendu québécois. Pourquoi Montréal? Pourquoi le Québec? Je pense que c'est le fait français là, parce qu'au Liban le français c'est une langue officielle, donc il parlait français.
Et ses grandes sœurs, 2 de ses grandes sœurs étaient déjà à Montréal, donc je pense que ça facilitait aussi le fait de venir ici. Puis c'est ça, il y a eu une offre à un moment donné pour aller travailler, une offre assez onéreuse pour aller travailler à Los Angeles. Il a refusé. Il était bien à Montréal. Wow. Ouais. Puis moi, j'ai grandi avec ce background-là libanais, puis outre le nom, Parce que ta mère est québécoise. Québécoise. Ouais. Je connaissais pas grand-chose de la culture, outre des repas puis tout ça, là, mais via l'équipe de hockey, j'ai vraiment redécouvert mes racines, mes origines. En fait, c'est un côté de mes origines, en fait. Puis toute cette richesse-là de diversité que j'ai en moi. Là, qu'est-ce que tu as découvert, comme des exemples précis, que t'es comme moi, où toute ma vie, j'ignorais ça? Ben, je pense que quand tu portes un nom différent ou quand t'es différent, comme tu sais, moi physiquement j'ai l'air d'un Québécois. Tu le saurais pas que je suis libanais, tu sais, mais tes yeux bleus, ouais, le teint pas, tu sais comme. Ouais. T'as l'air de t'appeler Robert Ouellette. Peut-être juste mon nez qui est peut-être trop gros. Non, mais pour vrai, c'est vrai que quelqu'un pourrait pas savoir. Exact. Puis, mais tu sais, quand tu fais partie de la minorité visible, puis que tu veux faire partie de la gang, surtout quand t'es enfant puis adolescent, tu sais, on dirait que en tout cas, moi, juste à cause de mon famille, tu sais, je sentais que je faisais pas partie de la gang juste avec ça. T'sais. Fait que je peux imaginer quelqu'un qui physiquement a pas l'air de la gang, entre guillemets, caucasienne, tu sais, t'es comme jaloux, tu veux comme peut-être t'as de la honte, peut-être c'est moins le cas avec les générations aujourd'hui, là, mais moi quand j'étais jeune, tu sais, t'as peut-être cette honte-là de pas faire partie de la gang, puis tu veux comme effacer un peu ce qui est différent en toi, tu sais, puis ensuite quand tu vieillis, puis tu découvres que c'est une richesse, tu vois d'où ta famille vient, tu vois, là, je m'en veux de pas avoir demandé à mon père de parler l'arabe, tu sais, là, comme, je baragouille des mots parce que je côtoie des Libanais, mais comme, à mon fils, j'essaie d'y enseigner, tu sais. Puis, tu sais, il parle plus arabe que moi, mon fils, puis il a 4 ans. Il a déjà dépassé le... Ouais, parce que moi, j'apprends un mot, j'y enseigne, je l'oublie, lui, il le retient. Ah, c'est ça. Si tu fais des amis aussi, il y a moyen de parler arabe à Montréal assez facilement aussi. Là. Ouais, puis... Fait que c'est possible, c'est encore de... Ben, en fait, tu sais, pour répondre à ta question, c'est un peu ce qui m'a amené à faire le documentaire que j'ai fait. T'sais, le hockey, c'est un peu un prétexte pour raconter une histoire d'immigration, d'intégration. Puis c'est tous des gens qui, pour réussir à s'intégrer dans la culture québécoise, consciemment ou inconsciemment, le fait de jouer au hockey, ça leur a permis de s'intégrer. Ça a permis à des Québécois qui peut-être avaient une crainte de la différence, de se rendre compte que c'était du bon monde, puis de créer des vrais liens d'amitié, tu sais. Il y a quelque chose d'ironiquement puissant dans le fait que des gens d'origine libanaise, puis souvent c'était évidemment leurs parents qui avaient quitté, donc eux avaient pas connu la même histoire, mais de venir au Québec, au Canada, de jouer au hockey, un sport nordique avec la glace, des pattes, tu sais, une affaire un peu ça fait un peu hurluberlu, là, tu sais, on est loin du Liban avec le hockey, puis que c'est par le hockey au Québec qu'ils ont reconnecté avec leurs origines libanaises. C'est quand même quelque chose, tu sais. C'est-tu toi qui as eu, puisque évidemment tu réalises le docu, mais c'est toi qui as eu l'idée originale du docu? Oui. C'est toi aussi qui as l'idée originale? Oui, j'étais dans les débuts de la Fédération libanaise, quand elle s'est créée. Quand on avait des tournois, tous les joueurs partout autour du monde prenaient l'avion, venaient à Montréal pour faire 2-3 entraînements avant qu'on aille au pays où il y avait le tournoi. Puis je voyais dans la chambre des joueurs cette espèce, ce qui semblait être hyper homogène, là, tout le monde qui avait l'air arabe, même si c'est des Libanais, c'est pas des Arabes, c'est des Phéniciens. Mais bref, tout le monde qui avait l'air arabe, qui avait l'air pareil, si tu veux, tu sais. Puis ensuite, tu commences à les écouter parler, t'es capable d'identifier celui qui vient de Québec, celui qui vient de Montréal, celui qui vient de Toronto, ceux avec les bottes de cowboy qui viennent d'Alberta, les Américains. C'est pas cliché, c'est le fun. Le français, non, c'est direct ça, là, chapeau de cowboy, tu sais, c'est écoute. Calgary. Puis, fait que là, tu vois, comme ce groupe qui avait l'air homogène au début est hétérogène. Puis là, j'étais comme, wow, tu sais. Puis, parallèle à ça, t'as comme... je veux pas parler de politique, là, mais comme, t'as quand même des différences. T'as quand même des discours un peu haineux, là, que j'entends. Puis moi, étant caucasien, tu sais, j'étais un peu undercover, là, fait que... C'est un agent double. C'est un agent double. Fait que les commentaires racistes contre les Arabes, j'en entends souvent parce que les gens savent pas. Là. Puis c'est quelque chose, ça. Ouais. C'est quoi que t'as entendu qui t'a le plus marqué? Ah bon, ben tu sais,
évidemment tout ce qui est autour de terrorisme. Là, c'est cliché. Mais il y a un bout dans le film là où. Ben, c'est pour ça que je trouvais habile ton début d'émission avec Midi puis ce qui est arrivé. Ah, tu pensais que c'est. Tu pensais que je trouvais il y a un lien là. En tout cas. J'ai jamais fait parce que Midi est d'origine algérienne. Ouais. Et Midi est né même en Algérie. Lui, il a vraiment vécu le déménagement. Ouais. Fait que c'est sûr que j'avoue que imagine j'ai fait le lien direct à les guns, ça. Fait que t'es arabe, nassif. C'est en plus parce que tu parlais de ton oncle qui se faisait écœurer. Tu sais, nassif, c'est quand même, je trouve ça très francophone quand même. Tu sais, comme, je trouve que ça pourrait être français, ça pourrait être, tu sais, je trouve pas que c'est particulièrement un flag, mais bon. Mais tu sais, tu regardes tous mes trophées de hockey quand j'étais jeune, il y en a pas un qui était appelé pareil. C'est vrai? Ouais. C'est comme, c'est qui, Jacques Plante qui gagne la coupe 6 fois puis c'est appelé 6 fois différemment. Ouais, c'est vrai. Wow. Quelque chose comme ça. Mais, on parlait de, oui, c'est ça, tu parlais de terrorisme. Il y a un extrait particulièrement dans le documentaire qui, parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas à quel point là vous avez mis en scène puis ça, puis on pourra en parler là, les discussions entre les gars qui sont jeunes quand même, des gars probablement début 20 ans. C'est toutes des discussions que j'ai entendues. J'étais peut-être pas là avec une caméra, mais comme c'est des discussions qui se sont passées, que j'ai vues, parce que ça c'est la beauté du fait que j'ai côtoie à la journée longue, là, ou presque, on s'entraîne ensemble, on voyage ensemble puis tout ça. Fait que c'est des discussions auxquelles j'ai été témoin, auxquelles des fois j'ai participé. Fait que quand on avait le Kodak, ben tu sais, tu repartais l'étincelle. Écoute, le bois était là, je mettais juste l'étincelle pour que ça brûle là, puis. Comme il y a un extrait, c'est un des gars, je pense évidemment les noms m'échappent, mais celui qui habite à Québec. Ouais. Ryan, exact. Puis il parle avec un gars qui est devenu son ami qui lui est à Montréal. D'ailleurs, mon bout préféré du documentaire, c'est quand il s'en va à Québec puis il dit. Ça, j'ai failli le couper. Tu sais de quoi je parle? Je sais exactement de quoi tu parles. J'ai failli le couper parce que comme quand tu fais un film, tu veux aussi protéger ton monde, là, tu sais, ils te font confiance à 100%, ils se mettent à nu à toi, puis là, tu veux les protéger. Puis dans le fond, c'est que il dit je vais te laisser le citer, je sais exactement quoi tu parles. Tu sais sûrement mieux que moi, mais quand je pense qu'il est sur le pont, il est pas sur le pont Pierre-Laporte, puis il rentre à Québec, puis là Ryan, il s'en va voir son ami Ryan à Québec, lui il habite à Montréal. L'autre comment il s'appelle? Georges. Puis il dit là ça il m'a dit qu'en plus que le meilleur pub c'était à Québec, c'était le Shaker. Il m'a dit c'est sûr que c'est mieux que Montréal. Je dis c'est impossible, c'est mieux que Montréal. Mais c'est juste drôle. Il dit il y a rien qui peut battre Montréal en parlant de Québec, puis je l'ai gardé parce que ça montre à quel point c'est intégré, tu sais, la rivalité Québec-Montréal. Oui. Puis en plus, c'est que tu sais, Georges, il est chrétien séparatiste, souverainiste. Ouais. Ryan, il est musulman fédéraliste. Ouais. Fait que tu vois vraiment, tu sais, ce qui au Liban là, ça, c'est sûr qu'ils se parlent pas. C'est sûr qu'eux sont élevés à pas se parler, à s'haïr, puis à la limite à se faire la guerre, tu sais. Ouais. Puis ces deux-là, au Québec, c'est deux chums. Ils jouent dans la même équipe, défendent les mêmes couleurs. C'est deux amis dans la vie. Puis ils respectent la différence de l'autre, les opinions de l'autre. C'est fou. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé à Georges, on va aller voir Ryan à Québec pendant qu'il fait parce que c'était pendant le Ramadan. Puis vous allez aller vous entraîner, vous allez jaser, vous entraîner ensemble, whatever, tu sais. Puis il y a eu, écoute, cette journée de tournage-là, les discussions qu'il y a eu là, il a fallu que j'en coupe parce qu'à un moment donné, ça devenait juste une histoire entre ces deux-là, mais c'était vraiment beau de voir la curiosité vis-à-vis de l'autre, puis de comprendre l'autre, puis ouais. Puis il y a aussi un aspect historique pour ceux qui connaissent peut-être moins l'histoire du Liban, mais ce qui a créé la guerre, puis il y a des bouts avec le personnage qui est plus vieux, là, monsieur Claude. Ouais. Claude, quel nom que Claude. C'est qui la femme qui est avec lui quand il retourne au Liban? C'est sa sœur. C'est sa sœur, c'est ça. Avec qui il jase, parce qu'elle, on la voit juste une fois. Ouais. Puis il jase, puis je sais pas si c'est lui ou un des gens qui dit « Mes parents m'ont dit que le Liban, c'est les Libanais entre eux qui l'ont déchiré. » tu sais. Ouais. Puis il dit oui, c'est vrai, c'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, dans le fond, c'était à peu près 50-50, c'était tout ça? Ou, c'est 50-50. Chrétiens et musulmans, voilà. Toutes les religions au Liban, mais grosso modo, c'est évidemment chrétiens et musulmans qui sont majoritaires. Puis, mais pour vrai, les guerres qu'il y a au Liban, oui, musulmans contre chrétiens, mais même souvent chrétiens contre chrétiens. Puis, tu sais, c'est... Puis, je fais une parenthèse dans ce que tu dis, là, mais l'ambassade canadienne au Liban m'a invité pour projeter le film. Puis, quand on l'a projeté, il y a une musulmane qui a salué le film, puis qui trouvait donc beau de voir les religions différentes se côtoyer dans la paix, puis tout ça, parce que eux sont élevés avec plusieurs guerres, c'est très ghettoisé là-bas au Liban, tu sais. Puis quand tu sors de l'aéroport pour te rendre, ou n'importe où tu veux te rendre, tu dois passer à travers les quartiers du Hezbollah.
qui est une milice contrôlée par l'Iran pour faire la guerre à Israël. Là. Tout est compliqué, mais tu sais, dans le fond, l'Iran pour faire... En tout cas, je veux pas m'embarquer là-dedans. La Palestine, Israël, c'est simple. C'est très simple comme sujet. Ah, d'ailleurs, c'est une parenthèse. Dans le film, à un moment donné, la sœur de Claude, justement, elle dit, elle rêve au jour où au Liban, tout le monde va être ami, puis là, elle nomme tout le monde. Elle nomme toutes les différentes religions, puis elle nomme les Israéliens aussi. Puis quand j'ai projeté le film au Liban, il y a un des avocats du gouvernement qui était là qui est venu me voir. Il dit, si jamais tu diffuses ton film au Liban, il serait peut-être mieux de couper ça pour pas qu'elle se fasse arrêter. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'équipe nationale du Liban, si on est dans un tournoi, puis que Israël, son équipe est dans le même tournoi, puis qu'on doit les affronter, on doit déclarer forfait. Les Liban n'ont pas le droit d'affronter Israël. Sinon on risque de pas avoir le droit d'aller au Liban jamais, tu sais. C'est absurde. Il y a il y a aucun joueur dans l'équipe qui est capable d'accepter ça. C'est inconcevable. Mais c'est-tu arrivé? Ben, c'est pas arrivé. Parce que Israël sont dans une autre catégorie. Non. Il y a un tournoi, les deux équipes étaient dans le même tournoi, puis c'est juste pas arrivé, le match-up est juste pas arrivé. Mais pour expliquer plus précisément, qu'est-ce qui s'est passé entre Israël? Ben, c'est politique. C'est politique entre le Liban et Israël. Si moi je décide d'aller visiter Israël, puis que mon passeport est étampé d'Israël, faut que j'attende de renouveler mon passeport puis que l'étampe soit plus là. Je pourrais jamais rentrer au Liban. Quand tu vas au Liban, ils checkent toutes les stamps. Puis, dans le fond, c'est une question, parce que j'ai pas, je sais pas pour vrai, mais c'est-tu à cause de, vu que la Palestine, c'est arabe, c'est relié au Liban, donc, le conflit israélo-palestinien déteint sur... C'est-tu ça? C'est-tu comme dans ce sens-là? Oui. Okay, mais tu sais, écoute, c'est complexe. Puis plus complexe, je sais même ça, pas... Puis en plus, c'est que... Mon espoir, c'est que la génération, les jeunes là-bas vont faire changer les choses, là, en vieillissant et en prenant le contrôle du pays, là, mais c'est des mentalités arriérées, puis c'est absurde. En plus, dans un contexte de sport, où est-ce qu'il y a un respect mutuel? Tu sais, un sport, quand tu fais une game de hockey, tu vas haïr ton adversaire jusqu'à la dernière seconde. Quand la game est finie, c'est ton meilleur ami. Tu sais, t'as le respect de tout l'effort qu'il a donné, et lui a le respect de tout l'effort que t'as donné, peu importe qui gagne, tu sais. En tout cas... c'est quelque chose quand même, c'est chargé, là. C'est pas il y a plusieurs niveaux à ça. Ouais. Mais la guerre. Puis ça, tu sais, c'est plusieurs pays au Moyen-Orient, là. C'est pas juste le Liban. Mais non, c'est ça, c'est évidemment, ça implique beaucoup plus de pays. On a simplifié, ne pensez pas que c'est toute l'histoire, mais la guerre qui, elle, a fait quitter ton père, le Liban, c'était quoi exactement? C'est pas la guerre qui l'a fait quitter, mais les situations politiques, qualité de vie, tout ça, les opportunités étaient pas là. Puis on parlait justement de quand Claude il parlait avec sa sœur, c'est ça. On parlait. Sa sœur a dit je rêve au jour où tous les Libanais vont revenir au Liban. Ouais. Puis là, il dit tu crois-tu vraiment à ça? Puis elle dit oui, j'y crois. Puis là, lui, il venait juste de dire. Puis c'est ça qui est justement pour revenir à la madame qui dit regarde comment c'est le fun, ils sont ensemble à l'extérieur. Il disait le Liban, son plus gros problème, c'est qu'il écrase tous les talents. Ouais. Parce qu'il disait que les Libanais se retrouvent en dehors du Liban, puis tu fais ci, tu fais ça, mais au Liban, tous les talents... Le Liban, il les tue. Exact. Puis que les Libanais, en dehors du Liban, ils réussissent des grandes choses. Ouais. Puis c'est vrai, tu regardes... la diaspora libanaise, c'est souvent des hauts placés dans les sociétés de leur pays d'accueil, tu sais. Mais au Liban, c'est pas ça. De choses qu'ils n'auraient pas pu accomplir dans leur propre pays. Ouais. C'est quand même le choix de mots, là. Ils les tuent. C'est pas rien. Non, c'est pas banal. Mais tu sais, quand j'étudiais en cinéma, il y avait ce qu'on appelait le mythe du chasseur indien, c'est-à-dire il y a des histoires, des films qui sont construits où est-ce que tu quittes ton village, tu vas apprendre plein de choses dans ton périple, dans tes aventures, puis tu ramènes ce savoir-là à ton village à la fin quand tu reviens, tu sais, puis ton village évolue. Tu sais, on dirait que je vois ça dans cette histoire-là, puis c'est une histoire qui, comme on parle du Liban, mais qui peut se rapporter à plein d'autres pays, là, mais où est-ce que tes émigrants qui ont quitté le pays, qui rencontrent d'autres cultures, qui se mélangent, qui amènent la richesse de leur culture, parce qu'il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles richesses au Liban, culturellement, la nourriture, tu mangeras jamais mieux qu'ailleurs qu'au Liban, là, sans farce. Puis
On entend des Français se fâcher, mais ça, c'est leur problème. Imagine notre joueur français, Ah, libano-français. pas du tout, là, pas du tout. Puis tu ramènes la richesse que tu apprends dans un autre pays, que ce soit le Québec ou ailleurs, puis tu ramènes ça. Tu sais, l'idée des êtres vivants qui se reproduisent entre eux, c'est pour mélanger des gènes et que l'évolution amène les meilleurs gènes possibles. Tu sais, une mixitude de différences. Je sais pas si ça se dit, mais puis tu sais, je vois un peu cette métaphore-là comme de ce qui est le vivant, là, tu sais, de ce qui est de voyager, rencontrer d'autres cultures, même juste voyager. Tu sais, un jeune qui est jamais sorti du Québec, qui voit la planète parce qu'on lui présente dans les nouvelles, il y a pas l'heure juste, là. Tu sais, de voyager, de rencontrer du monde, de revenir après, puis de partager ça, c'est juste une richesse. Puis... Complètement. Et un voyage tout inclus dans le Sud ne compte pas comme un voyage. Non, mais tu peux. J'ai rien contre les tout inclus dans le Sud, mais dis pas que tu as visité Cuba. Là. Non, exact. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pour ça que... Puis, je pense justement c'est le dernier Troji, le 91, quand il est fait... Il y a un âge aussi où quand t'es fertile, il y a une certaine fertilité, là, tu sais, cégep, université, là, les fameux voyages backpack. Il y a une raison aussi pour ça, c'est comme... va découvrir le monde, la vie, c'est très sain tout ça. Là, puis je pense qu'il faut entretenir ça aussi le reste de la vie pour garder les œillères ouverts, là, parce que sinon, très rapidement, ça peut fermer. La différence, c'est une richesse. 100%. C'est voilà. Et j'avais un prof qui disait tout le temps, les mélanges font les plus beaux. Il parlait les plus beaux humains, c'est tout le temps genre. Ah, ça, c'est un mélange entre... Puis, tu sais, j'ai des amis aussi, des fois, des 3-4 mélanges, parce que le père, la mère ont chacun des parents. Ça donne les meilleurs résultats génétiquement et genre à tous les niveaux. Fait que la preuve, Fred Nassif. On parlait de... on dirait que je vais avoir des insultes. Oui, c'est ça. non, mais j'appuie. Quand tu parlais tantôt de terrorisme, mais justement, un des trucs que les gars parlent, Ryan et Georges dans le documentaire, Ryan, il compte que c'est tellement gênant, mais bon, il compte qu'il arrive à Québec, puis qu'il était dans une nouvelle classe, puis que la professeure a dit à toi, t'es-tu baptisé? Puis il dit non, je suis pas baptisé ou confirmé, ou tout ça. Puis elle dit, dans le fond, t'es musulman? Puis il dit, oui, exactement, je suis musulman. Puis elle lui a dit, là, c'est quoi les affaires de terroristes, là, tout ça? Genre de reproche. Elle lui demande d'expliquer ça, c'est quoi le terrorisme. Il avait 13 ans, il est rentré au secondaire. 12-13 ans, puis il fait une remarque désobligeante. Et la prof, là, elle est supposée représenter le savoir. Et elle a fait preuve d'une ignorance pathétique et puis triste, là, dans ce cas-ci, qui reflète sur un jeune de 12 ans. Puis elle dit ça, tu sais. Fait qu'il y a comme aussi... Je trouve ça intéressant qu'il parle de ça aussi, parce qu'évidemment, rien n'est parfait, c'est pas tout le temps une transition smooth. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est arrivé justement on-cam, ou tu l'avais-tu entendu cette anecdote-là avant? Il m'avait raconté cette anecdote-là avant, à moi, mais il l'avait pas raconté à Georges. Fait que t'avais comme la freshness de la réaction. Ouais, fait que la réaction de Georges est authentique. Puis ben son histoire est évidemment authentique, là. C'est juste pas la première fois qu'il la racontait. Puis... ça, on l'a filmé, puis on était, sans le souligner, on était juste à côté de la mosquée à Québec qui avait reçu l'attaque terroriste je ne nommerai pas, là, mais c'est ça, d'un jeune qui avait peur, qui faisait l'amalgame à musulman terroriste. Puis là où je trouve que l'histoire de Ryan est importante, c'est que une personne en figure d'autorité qui dit ça, qui fait le lien entre les musulmans et le terrorisme, puis que elle c'est une chose, mais que tu as une classe de jeunes qui sont des éponges, qui voient une personne en figure d'autorité faire ce lien-là, automatiquement, eux, ils font ce lien-là, tu sais. Parce que oui, elle l'a dit devant la classe, by the way. Exact. Fait qu'eux, ils grandissent avec ce préjugé-là, conscient ou inconscient. Puis ça amène... si tu additionnes plein d'autres événements d'une vie, ça amène à créer ce jeune-là qui est allé tuer plein de personnes dans cette mosquée-là, tu sais. Je dis pas que cette prof-là est directement responsable, je dis vraiment pas ça ce que je dis. Il y a sûrement des troubles de santé mentale oui, graves impliqués, mais la germe de l'ignorance
que tu peux répandre Exact. par un simple commentaire, tu sais. Exact. La religion, c'est ça l'affaire, c'est facile de faire des amalgames simples alors qu'à la base, tu sais, une croyance, une ou une autre, c'est spirituel. Ça amène plein de positifs. Puis c'est le fun comment Ryan en parle aussi. Puis c'est surtout c'est personnel, là, c'est des choix personnels. Puis Ryan en parle avec une lucidité qui est quand même assez intéressante. Puis il est jeune aussi, mais il y a une genre de... Il y a un côté vieillard, on dirait. Là, Ryan, il est comme... puis tu le vois, et d'ailleurs, quand il s'entraîne, il fait le ramadan. Ouais. Fait que là, il s'entraîne, il commence à... Parce que tu sais, il a aussi pas le droit de manger, mais évidemment, il n'a pas le droit de manger, mais il n'a pas le droit de boire d'eau. Ouais. Donc là, il commence à être un peu brûlé. Puis là, le soleil se couche, donc ça achève. Puis il sort, il y a une belle scène là, où il sort son tapis pour prier vers... il y a comme ça, on voit là, il prend son application pour voir la Mecque est où. Ouais, exactement, puis, pour prier vers la Mecque. Puis il fait sa prière, puis avec Georges qui fait ses trucs. Fait que il y a comme quelque chose de cool. Il y a une cohabitation entre deux amis, peu exact. importe leur vision politique ou religieuse. Puis j'ai complètement perdu mon idée. C'était quoi? C'était à cause qu'on parlait de la quand il priait ou musulman, prof? Non? Oui, ben c'est ça. Oui, il s'entraînait. Lui, son truc, c'est qu'il s'entraînait juste... Dans le fond, c'est ça. C'est quand tu fais le ramadan, c'est tu manges pas, tu bois pas pendant que le soleil est levé. Tu peux juste manger la nuit. Fait que lui, il s'entraînait juste avant le coucher du soleil parce qu'il allait avoir très soif après. Fait que une fois qu'il a fini son entraînement, il peut boire. Puis... Ouais, ça, j'allais dire, on dit qu'on vit dans une société laïque, puis c'est vrai, mais on est quand même dans une société qui a des bases judéo-chrétiennes. Fait que si tu veux pratiquer ta religion au Québec, puis c'est catholique, y a pas de problème, t'as congé à Pâques, t'as congé à Noël, le dimanche, tu dis que tu travailles pas, c'est bien vu. Tu sais, d'autres religions vont avoir la difficulté à pratiquer leur religion dans notre société laïque, parce que tu sais, les musulmans, c'est plus le vendredi. Tu sais, dans les pays musulmans, au Ramadan, tout s'arrête. Tu sais, ici, ça continue. Puis là, moi je suis quelqu'un d'athée, là, mais j'ai appris à respecter la religion à travers ce film-là aussi parce que dans des pays plus pauvres, une chance qu'il y a la religion, parce que sinon ça serait l'anarchie. Parce que les gens croyants dans un pays plus pauvre ont cette espèce de figure morale qui, dans la pire adversité, les garde sur le droit chemin, tu sais. Pis si ces personnes-là étaient athées, ben je pense qu'ils deviendraient criminels assez facilement, tu sais, pour pouvoir survivre. C'est qui la fameuse citation la religion est l'opium du peuple? Oh boy, qui l'a dit? Mais je me souviens plus qui l'a dit, mais ça résonne. Ça confirme en fait. C'est plus pour revenir en appui à ce que tu dis que pour vrai, tu sais, comme je pense que c'était pas ça. Ouais. Moi j'ai le luxe de pouvoir être athée, tu sais. Exact. J'ai accès à tout. J'ai pas à être criminel, Mais tu sais, tout ça, c'est très personnel, puis je veux pas... je veux pas partir de débat, là. Non, mais c'est pas... Puis je suis ouvert au dialogue aussi, là. C'est pas des affirmations enflammées, là. Tu sais, c'est juste comme des réflexions intéressantes de comme, tu sais, c'est sûr que c'est facile d'être athée quand tout va bien. Tu vois, je veux dire, évidemment, il y a des adversités à différents niveaux, mais je veux dire, c'est pas comparable à genre, je vois-tu mourir aujourd'hui? Exact. C'est pas le même genre de combat. Ton père... ton rapport, toi, avec le Liban en grandissant au Québec, est-ce que tu demandais à ton père de t'en parler? Est-ce que ton père voulait en parler? Est-ce qu'il voulait pas en parler? Il nous en a jamais vraiment parlé. Non, c'est ça. Il nous en a jamais vraiment parlé. Lui, il est vraiment comme... Puis même aujourd'hui, il est un peu réticent. En fait, c'est lui qui me posait des questions plus depuis que je suis impliqué dans la Fédération de hockey libanaise. Par rapport au Liban, puis ça avait régénéré un intérêt chez lui, mais lui il a quitté le Liban, c'était une cassure, il voulait plus rien savoir du Liban qu'il a connu quand il était jeune. Puis là il est rendu québécois, il est heureux, fait qu'il a pas besoin de... Je pense qu'il a peur de ressasser des mauvais souvenirs. Fait qu'il veut laisser ça où est-ce que c'est. Est-ce que tu es allé au Liban pour le documentaire? Oui. Est-ce que tu étais déjà allé au Liban? Non, c'était ma première fois. C'est ta première fois? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer au pays? Tu sais, je veux dire, ton sang, le sang dans tes veines, c'est le sang de ton père qui a quitté ce pays-là. C'était quoi de revenir à un... Je sais même pas comment l'appeler. Ben, c'est quelque chose... C'est pas ton pays d'origine, c'est le Canada, mais je veux dire, le pays de tes enfants. Ben, c'est quelque chose de, tu sais, d'atterrir dans un endroit où t'es pas du tout familier,
Mais une génération avant toi, il y a une partie de toi qui vient de là. Tu sais, c'est fou, là, tu sais. La distance est courte, mais extrêmement longue aussi. Ouais. C'est weird. Ouais. Puis, tu sais, le Liban, c'est quand même un pays qui est pas... tu sais, c'est pas un pays aride, là. Tu sais, tu peux... l'hiver, tu peux skier et aller à la plage dans la même journée, là. Tu sais, il y a des montagnes très hautes, toujours enneigées, quasiment l'année longue. Puis à 20 minutes d'auto, t'es rendu à la plage, là, tu sais. Donc... Au Liban? Au Liban, Wow. ouais. Juste un peu au nord de Beyrouth. On se douterait pas de ça. Puis, fait que c'est pas... tu sais, c'est très... je pense la mondialisation a eu son effet un peu partout sur la planète. Fait que, tu sais, t'es pas dépaysé, là. Tu sais, t'as les magasins que t'as en Amérique, t'es là-bas aussi, tu sais. Mais c'est la culture vraiment qui est différente. Moi, je suis pas prêt à conduire une auto là-bas. Là. Ça brasse. Ben, écoute, tu regardes pas ton rétroviseur. Là. Tu pèses sur le gaz, puis c'est... Go. Tu sais, les chicken run, là, les deux autos qui roulent, puis le premier qui débarque avant de tomber en bas de la falaise, là, c'est à peu près ça. Là. C'est comme... Moi, je pèse sur le gaz, c'est toi qui vas te choquer, c'est toi qui vas freiner. Là. Comme... tu roules dans le mauvais sens. Puis j'ai pas été témoin d'aucun accident. Là. T'as eu des petits frissons. Ben écoute, faut que tu sois attentif. À la limite, c'est peut-être même plus sécuritaire parce que tout le monde est attentif. Tout le monde est on. Ouais. Y a-tu d'autres clashs culturels qui t'ont marqué à part ça? Ben, tu sais, Claude était un des personnages du documentaire, un des vétérans de l'équipe et était celui qui m'a accueilli là-bas et qui était mon fixeur, entre guillemets. Ouais. Fixeur faut expliquer pour les gens qui est dans le domaine. Ouais, qui est celui qui s'assure de te transporter du point A au point B, qui traduit pour toi. Quelqu'un qui est à la destination, là, où tu vas tourner. Exact. Et la personne qui connaît, le lieu. Le pays. Qui est comme le point de contact local. Exact. Qui fait que tout se passe bien. Exact. Puis, tu sais, il me dit, avant qu'on arrive, il dit, envoie-moi des photos de toute l'équipe de tournage, je vais envoyer ça à mon cousin qui est dans l'armée. Si jamais un problème à l'aéroport, avec les photos, ils vont savoir que c'est vous, il n'y aura pas de problème. Tabarouette. Ensuite, il me dit, j'ai loué un char qui est, les vitres sont par balle. Puis là, je suis comme, pourquoi? J'avais pas peur, mais là, j'ai peur. Non, mais tu sais, parce que connaissant Claude, tu sais, qui est très, il exagère toujours un 20%, là, tu sais, fait que je voyais qu'il y avait une partie d'exagération, mais j'étais comme, à quel point c'est sérieux, tu sais. OK. Puis, les vitres sont pas par balle, mais les roues, quoi? Ouais, c'est ça, tu sais. Peut-être avoir une AK-47 dans le char au cas où. Non, c'est pas vrai. Fait que là, mais il n'y en avait pas, puis les vitres n'étaient pas par balle. Tu sais, puis qu'on arrive, il va dans toutes les petites ruelles, dire, ça, c'est ce beau-là. Ça, tu vois, le monde en mobilette, ça, c'est ce beau-là. Tu sais, quand j'étais, OK, mais comme tu veux, tu nous fais, c'est un manège que tu nous fais. Tu nous donnes un bon show. Ouais. Tu donnes un bon show. Ça, et il vous montrait justement où parce que lui, justement, il avait vécu là, donc il montrait où il se cachait des bombes quand il était plus jeune. Ouais, quand il a vécu la guerre, ils avaient, parce qu'il était entre deux fronts, où est-ce qu'il habitait, fait que quand les missiles arrivaient de l'ouest, un des immeubles leur servait de protection, fait qu'ils allaient dans le sous-sol de l'immeuble en face, puis quand ils venaient de l'autre côté, ben c'est le contraire, fait que... Ce qui est un peu traumatisant comme statement, c'était comme c'est là qu'on se cachait. Ouais. Tu sais, puis c'était comme une réalité quotidienne pendant des années, puis c'est comme la stratégie, tu sais. Il parlait aussi, tu sais, toute la dualité de l'identité, de comme quand je suis venu au Canada, c'était pour oublier, tu sais, comme j'oublie tout. Ouais. Je suis plus... Ça, c'est un autre truc qui m'avait beaucoup marqué de la part de Claude, c'est que lui, il a vécu ce qu'il appelle la guerre civile, des Libanais qui tuent des Libanais. Il quitte ça pour venir au Québec, puis quelques années plus tard, t'as le référendum 95. Fait que lui, il voit vraiment ça comme, OK, non, là, c'est pas vrai que je suis parti d'un pays divisé pour arriver dans un pays divisé. Tu sais, si même ici, jamais on en serait venu aux armes, lui, c'était clair qu'il allait être contre cette séparation-là parce qu'il veut, tu sais, il arrive dans un pays, oui, il arrive à Montréal, mais il arrive au Canada aussi, qui est un pays qui est, je vais le citer, extrêmement bon pour l'être humain. Ouais. Pourquoi vouloir se séparer de ça? Tu sais, lui, il voit le big picture de la chose, le big picture ou le small picture. En tout cas, il voit pas, il est pas encore impliqué culturellement, puis il voit pas les enjeux que nous on voit au Québec par rapport à ce qui donne une discussion super intéressante avec Georges, qui lui est séparatiste, qui est un fils qui est libanais, fils d'immigrant et qui est séparatiste, qui est beaucoup plus jeune que Claude parce qu'il est de la génération après, puis qui dit, regarde, je comprends ton point de vue, je comprends ce que tu as vécu. Je comprends, tu sais, parce que lui, il dit, il dit,
Claude, c'est le Québec qui t'a accueilli. Il dit, attends, c'est le Canada, parce que, tu sais, moi, c'est vraiment le Canada qui m'a accepté légalement, là. Fait que c'est drôle de voir qu'en une génération, tu sais, celui qui est né ici, puis qui, lui, bon, est comme, tu sais, moi, je suis Québécois, je suis fier d'être Québécois, blablabla, qui dit, non, moi, j'ai une perspective complètement différente sur la question. Puis, la discussion entre les deux est quand même fascinante. D'où l'importance de bien intégrer nos immigrants. Peu importe les allégeances politiques ou idéologiques ou culturelles, juste de bien les recevoir, les intégrer. C'est juste une richesse. Puis, tu vois, en une génération, les parents de Georges, eux, sont fédéralistes. Il le dit dans le documentaire. Tu sais, lui est souverainiste. Comme, puis moi, je parle. Tu sauras jamais, moi, ma vision politique, c'est quoi, là? Je t'ai pas invité pour ça. Non, c'est ça. Mais es-tu la même que ton père? C'est ça la question. Non, c'est vrai. T'as réglé ça? Non, je fais des blagues. Mais non, par rapport à ça, oui, c'est ça, excuse, parce que tu parlais de justement intégrer, mais ça me rappelle que quand j'ai reçu les gars de l'équipe marocaine, il y en a un des gars, c'était le plus vieux, justement. Puis lui, justement, il était parti. Lui, je pense qu'il était parti du Maroc, il était arrivé ici, et il était souverainiste. Parce que lui, il avait tout de suite un relate à l'identité, tout ça. Puis j'avais demandé, tu sais, comme, quand Jacques Parizeau est monté, showbot à la scène, puis qu'il a fait la fameuse citation de la déclaration de l'argent et le vote ethnique, pour le citer, en tant que gars qui s'identifie comme Québécois, qui a choisi le Québec, qui a déménagé ici, de te faire dire par le leader de la cause, c'est quoi qui nous a battu dans le fond, l'argent puis le vote ethnique? Je dis, ça t'a tué, tu sais, quelle claque en pleine face, non? Puis il m'avait dit, non, tu sais, j'ai trop de respect pour Jacques Parizeau, puis pour ce qu'il a fait pour le Québec, pour la cause, puis je veux pas résumer ça à ça, ça serait trop banal, mais tu vois, lui, il était arrivé ici, puis il avait été rapidement souverainiste, donc il y a tellement de scénarios possibles, mais le fait que lui, c'était... t'as-tu des appels? Non, bref, mais c'était intéressant, c'est justement le choc des générations, la portion identitaire aussi qui est au cœur du documentaire. Puis une quête d'identité générale, autant je suis libanais, je suis canadien, je suis quelle religion, je suis quelle allégeance politique. Est-ce que toi tu l'as vécu, cette quête-là? D'identité un peu, parce que tu sais, au primaire, j'étais à une école très... c'était tout des Québécois, puis moi, j'avais mon nom de famille étranger. Puis au secondaire... Fait que, tu sais, j'étais celui un peu... J'étais différent, entre guillemets, effectivement, tu sais. Puis au secondaire, j'étais à une école très multiethnique, mais là, moi, j'étais blanc. Fait qu'encore une fois, j'étais le gars différent, tu sais. Fait que, tu sais, oui, la quête d'identité, ça a toujours été quelque chose... qui m'a fasciné, tu sais. Puis de faire ce film-là, c'était vraiment d'explorer ça, mais via d'autres personnes, tu sais. Comme, je résume souvent, ce documentaire-là, c'est un peu comme des brides de moi que j'ai reconnues chez d'autres. J'ai filmé les autres pour pas me filmer moi. Mais qu'est-ce que tu voulais dire avec le docu? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton documentaire? Le documentaire, tu sais, le hockey est là un peu comme prétexte ou comme à pas pour quelqu'un qui s'intéresse au hockey pour écouter ce documentaire-là, mais bien vite, ça devient un documentaire sur des immigrants qui s'intègrent, puis qui pensent, qui semblent être différents, puis que dans le fond, on est tous pareils, tu sais. On est tous pareils dans nos différences, tu sais. Fait que c'est vraiment un film pour essayer d'abattre les préjugés, tu sais. C'est vraiment ça l'intention. Est-ce que tu as eu du feedback en ce sens par des gens qui ont vu le film, de comment ils l'ont perçu? Ouais, j'ai des amis de ma conjointe qui viennent de Charlevoix, là, une des plus belles régions de la province, mais où tu côtoies un peu moins de différences ethniques, si tu veux, qui eux avaient des préjugés puis qui étaient bien, comme qui avaient trouvé ça ils voyaient une autre facette de ce qu'étaient les immigrants, tu sais, au Québec. Puis j'ai vraiment juste eu des beaux commentaires par rapport à l'histoire, par rapport aux personnages qu'on découvrait.
Ouais. Est-ce que tu as eu du feedback des gars qui sont dans le film? De comme, pourquoi t'as mis la scène du shaker? Pourquoi? Non, je niaise, mais comment les gars ont trouvé ça, tu sais, de se voir? Non, les gars, mais tu sais, je pense que le personnage principal, parce qu'il y a plusieurs personnages, mais celui qui ressort à la fin, c'est beaucoup Claude. Ouais. Celui qui a vécu la guerre, qui est venu ici. Puis, ça a été, je pense, catharsique pour lui de participer puis au film. Mais sinon, c'est drôle parce que tu sais, c'est des Libanais avec la fierté libanaise. C'est tout, eux veulent voir les scènes de hockey puis parce que dans ce film-là, on a gagné la médaille de bronze à la Coupe arabe. Est-ce que tu goalais? Oui, c'est moi qui gaulais. Fait que tu me vois gauler dans le film. Ah, c'est qui filme? T'avais amené... Alors moi je filme pas. Moi, j'avais un directeur photo tout le long. Là. Parfait. Fait que, c'est Pierre-Étienne Bordelot qui tournait, pour ne pas le nommer. Et c'est ça. Puis le film est sorti, puis dans le même tournoi qui était 2 ans plus tard, on a gagné la médaille d'or dans la Coupe arabe. Puis il faut comprendre, la Coupe arabe, c'est plein de pays arabes. Il y a le Maroc, entre autres. Il y a plein de pays arabes, mais t'as des pays qui donnent la citoyenneté à des gars de la KHL. Comme le Koweït, les Émirats arabes, Bahreïn. Ouais, c'est ça, ils veulent... Puis, à la limite, je le comprends parce qu'ils veulent vendre le sport, fait qu'ils veulent mettre une équipe gagnante sur la glace. Ouais. Pour que les jeunes s'inscrivent au hockey, il faut que tu aies une équipe gagnante. Puis c'est ça, fait que... Mais nous, tous nos joueurs avaient un nom libanais dans le dos. Ce qui est quand même très cool. C'est ça. Puis on a gagné médaille d'or. T'étais là? Non, moi j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite. Je suis rendu à 42 ans. Ah, ok. T'as gaulé jusqu'à quel âge? Avec eux, jusqu'à 40. Là. Puis la pandémie n'a pas aidé là, pour la forme physique. Là. 40 comme joueur, c'est une chose, mais 40 comme goaler, c'est une autre affaire. Ah, moi, je suis dans une ligue de 3 contre 3, hockey, etc. Là, avec la catégorie juste en dessous des gars de la Ligue nationale. Là, on a des gars qui viennent de sortir de la Q, qui jouent en Europe, pro, pis tout ça. Puis je suis plus capable de suivre. J'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Ils ont tous 21, 22 ans. Ils sont bons. Puis là, moi, je suis plus capable de suivre. Je sais pas pourquoi je me suis... Ton stretching, Fred. Oublie ça. Je suis en train de faire la split présentement. C'est tough sur le corps avec goaler, ça n'a pas de sens. Ouais. Comment tu les as choisis, tes personnages, tu sais, pour le film? Les côtoyants c'est vraiment, en fait, les discussions qu'on avait en dehors de la caméra où est-ce que là, oh shit, ça c'est intéressant, ça, je veux filmer ça, tu sais. Tu prenais-tu des petites notes? Ouais. Fait que j'avais des personnages comme... Tu sortais ton sel? Ouais, complètement. Puis c'est comme... Puis j'ai des personnages que je voulais filmer, puis là, la pandémie est arrivée, ils ont été moins présents autour de l'équipe, ou certains partaient des business ou étaient rendus dans un doctorat aux études et avaient moins de temps, fait qu'ils se sont exclus naturellement. Mais ouais, j'avais beaucoup de bons personnages, il a fallu que j'élague. Là. Qu'est-ce que t'as pas pu ou pas laissé dans le film c'est quoi les affaires que t'as coupées que t'es comme ça c'était quand même cool mais j'ai dû le couper? La Fédération de hockey libanaise après son succès avec l'équipe masculine a parti l'équipe féminine. Nice. Puis eux sont surtout basés à Ottawa, le noyau des joueuses est surtout à Ottawa, puis on est allé filmer une journée avec eux. Puis c'était hyper intéressant parce que là, la religion est marquée avec le voile. Fait que t'as les différentes religions qui se côtoient. Certaines sont voilées, d'autres non. Fait qu'ils jouaient-tu avec le voile? Une, oui. Oui. Si tu me donnes 2 secondes, je vais te montrer une photo. Tantôt, je te montrerai une photo. C'est un podcast audio. Ouais, c'est ça. Mais, puis... de les voir parler, parce que là, t'avais comme une double adversité pour elle. T'avais, oui, la religion, mais t'avais aussi être dans un sport de gars. Fait que puis de vendre ça au Moyen-Orient. Fait que c'est vraiment intéressant, mais écoute, j'ai une journée de tournage, puis c'était un autre sujet. Tu sais, c'était un autre sujet, mais il aurait fallu que c'est un autre film. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je dis je veux faire un docu juste sur elle ensuite, là. Mais sinon, il aurait fallu que je fasse un film de 2 heures parce que j'ouvrais tellement de portes que je refermais pas, tu sais. Qu'est-ce qu'il y avait de sujets que les filles amenaient qui étaient pas présents dans le docu que t'avais? Il y avait l'homosexualité qui était pas présente dans le film. Et l'homosexualité entre 2 religions différentes. Wow, ok, non, donc, ça c'est intéressant. Musulmans et juifs. Que dans
OK, ça fait que c'était même pas chrétien, en Ouais, plus. ouais. Puis que dans le fond, parce que ça, c'est un sujet qui est beaucoup revenu là, sur l'histoire du podcast, que l'homosexualité dans le hockey féminin, c'est pas un tabou, mais dans le hockey masculin, c'est vraiment un tabou. Ouais. Fait que est-ce qu'il y avait des joueuses qui étaient lesbiennes? Oui. Puis c'était-tu ouvertement affiché? En une journée de tournage, ouvertement affiché entre elles, oui. À moi, ils me l'ont pas dit. Mais je veux dire, est-ce qu'ils en parlaient à la caméra ou il n'y aurait pas fait? J'étais pas rendu là. Okay, il aurait fallu, parce que moi, avec les gars, je les côtoyais tout le temps, fait que j'ai gagné leur confiance. Ouais. Il y avait un travail à faire avec elles pour avoir cette confiance-là. Puis ça aurait donné un film 2 fois plus long. Puis qui était pas budgété, tu sais. C'est pour ça que je suis comme, c'est un autre film qu'il faut que je fasse, tu sais. Tu veux le faire? Ouais, je veux le faire. Ouais. As-tu déjà le titre? Non. Je te l'ai dit, c'est mon pire cauchemar, les Ouais. titres. OK, nice. OK, fait que là, ça t'a comme ouvert une toute autre porte de... Ça va être un autre documentaire avec un autre... Parce que là, c'est ça, l'équipe a-t-elle participé à des tournois, l'équipe féminine? Est-ce qu'il... Écoute, l'équipe est venue au monde en même temps que la pandémie. Ils ont joué des matchs. Ils ont joué un match contre l'équipe française à Paris, mais un match amical. Ils ont participé. Lorsqu'on était au Koweït pour la Coupe arabe, l'équipe libanaise était là. Puis ils ont fait un match amical contre les All-Stars de tous les autres pays des filles. Puis les Libanaises les ont massacrés. Là. Ah ouais? Ouais. C'était à un moment donné... Est-ce que c'était tous des Canadiennes, gens qui torchaient? Canadiennes, américaines, ouais. Ah, américaines aussi. Même une d'Italie, puis même une du Mexique. Wow. Double nationalité, mais à un moment donné, leur coach leur disait, là, faut que vous arrêtez de marquer des buts, là. Faut arrêter. C'est plus amical. Là. Non, c'est ça, là. Je sais pas si on entend en arrière dans le micro, ils viennent de casser les pépines sur la glace. Faut que tu t'en ailles aussi, j'imagine. Non, c'est juste que ma blonde m'appelle sans arrêt. Je veux juste te dire que je t'en onde. Ben oui. Juste au moment où j'arrivais à peu près aussi vers la fin, de toute manière, on est allé dans tellement de directions, mais tu sais, je regarde mes notes puis on a tout parlé de tout ça, mais dans un autre ordre. Mais pour terminer le podcast, j'y vais avec ça. Avec quoi tu termines le film, tu dédies le film à ton père, oui. En disant, et je cite, merci pour tous les sacrifices. Fermer la citation. Ce qui me faisait me demander, mais là, je pense que tu as répondu par ce temps-ci, ton père est encore en vie. Oui. Donc, ton père est encore en vie. Est-ce que ton père a vu le film? Oui. Puis 2, quand il a vu ça à la fin, puis tout ce que le film aussi, transporte ça, quelle discussion avez-vous eu? Comment ton père a reçu le film? Écoute, il était très humble. Il m'a félicité. Il m'a remercié pour la citation. Puis je pense que c'est aussi, tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui fait énormément de sacrifices, comme bien des parents font. Puis là, je suis en train de le réaliser en étant parent moi-même. Là, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices pour tes enfants. Puis ce film-là, dans le fond, ce que je suis en train de lui dire, c'est comme je suis conscient de tous les sacrifices que tu as fait, en plus d'être un immigrant, en plus des sacrifices normaux d'un parent, en plus d'être un immigrant qui est arrivé dans un pays... Tu sais, le Québec est quand même très inclusif, mais comparé à d'autres pays, mais tu sais, peut-être à une époque, il l'était un peu moins, là, tu sais. Puis tout ce qu'il a fait pour ma sœur, moi, bref, c'était... Ça a été on n'a pas eu une longue discussion autour de ça, tu sais. Je pense que il m'a remercié, puis on s'est un peu compris dans le non-dit, j'ai l'impression. Tu tapes ses fesses, puis c'est... non, mais tu sais, c'est le même. Il n'y a pas la culture de hockey, autant que moi. La chambre était ouverte, tu sais comment c'est. Mais je pense que oui. Ton père, il faisait quoi dans la vie? Il était chirurgien. Oh! Ouais. Fait que lui, il est arrivé à 19 ans, juste avant de rentrer à l'université. Fait qu'il a pu faire ses études ici. Puis il est arrivé, puis il y avait pas des super bonnes... En fait, ses bulletins précédents, plus t'avançais, plus tu voyais qu'il y avait des bonnes notes, mais comme sa moyenne générale était pas très bonne. Fait qu'en entrevue, il a juste montré, tu sais, la courbe. Il a dit, regardez, c'est de mieux en mieux. Fait qu'il a réussi à rentrer en médecine. Il a fait un pitch de vente. Il a fait, ouais. Puis je sais que mes notes sont pas là, mais j'ai quelque chose à vous vendre de meilleur.
Puis il y avait rien, tu sais, comme son père est décédé quand lui avait 5 ans à peu près. Sa mère avait 6 enfants. Fait qu'il y avait pas d'argent, fait qu'il travaillait 24 heures sur 24 dans un hôtel, tu sais, à dormir, mais comme si un client arrivait dans la nuit, il se levait puis il allait le servir, puis à étudier en même temps, puis fait que il a fait énormément de sacrifices pour qu'on ait une vie, tu sais, qu'on soit dans la ouate, là, tu sais. Puis un peu comme Georges, tu sais, comme je te disais tantôt, mes personnages, c'est un peu tout moi, tu sais, Georges qui annonce à ses parents qu'il veut jouer au hockey dans la vie, tu sais, que ses parents ont fait plein de sacrifices pour que t'aies accès à des études, t'as un toit, tu vas le nourrir, t'as pas à craindre de tu sais, vas-tu manger cette semaine ou t'as pas à craindre de rien, d'être dans un pays le plus sécuritaire au monde, puis d'apprendre que, regarde, moi je veux jouer au hockey pour gagner ma vie, tu sais. T'as-tu vécu ça avec ton père? Ben, écoute, moi, j'ai pas... Peut-être à ma dernière année où est-ce qu'il fallait que je compose entre le cégep puis le hockey de haut niveau. Puis ça, c'est un peu ce qui était déplorable à l'époque au Québec, c'est que... Il n'y a pas la ligue collégiale. Ouais, c'est ça. Tu regardes, mettons, le football ou le basketball, faut que tu passes par les rangs universitaires si tu veux jouer pro. Alors qu'au hockey... C'était, à mon époque, découragé, tu sais, c'est comme si tu veux te rendre loin, il va falloir que tu lâches les études tôt ou tard, tu sais, il va falloir que tu te consacres au hockey, tu sais. Puis moi, il était hors de question que je lâche les études, puis je passais beaucoup de temps pour le hockey, puis mon père, il me faisait les lifts, puis on jouait à 2 heures de Montréal des fois, tu sais. Fait que c'était un gros sacrifice pour lui, puis pour qu'ensuite je dorme à l'école, puis que, tu sais, mes profs étaient gentils, ils me donnaient 60%, ils me donnaient ma note de passage parce qu'ils savaient que je dormais dans leur cours, mais c'est pas parce que j'étais plate, c'est parce que j'étais brûlé, tu sais. Puis c'est un peu ça qu'a fait un moment donné, j'ai pris ma décision, j'ai dit, OK, je vais choisir des études, là. Parce que j'étais rendu gardien de but numéro 2 dans le 3A, c'est sûr que je me rendrais pas plus loin. T'en allais pas initier, là. Non, c'est ça. Puis, fait que non, c'est ça. Fait que tu sais, je l'ai pas vécu tant que ça, parce que c'est vraiment juste cette dernière année-là où est-ce que là, ça mettait peut-être en péril mes études, là. Maintenant que tu as des enfants, ils jouent-tu au hockey? Non, il y a 4 ans, je l'ai pas encore inscrit. Puis je pense plus l'inscrire au basket qu'au hockey. En fait, la culture de basketball ressemble beaucoup. Tu sais, c'est sport d'équipe, c'est stratégique. C'est quelque chose que j'adore beaucoup. Mais je pense que la culture du basket, autant que j'adore le hockey, autant que il peut y avoir une culture néfaste, mais reste que, tu sais, on le voit, là, ça sort dans les journaux, ça sort... J'ai l'impression que il y a aucun sport, je pense, qui est épargné dans le sens que la nature humaine, surtout dans chaque sport. C'est juste qu'au hockey, je pense que c'est tellement dans le spotlight au Québec que... Puis c'est tellement conservateur aussi, le hockey. Ça, c'est bien gossant. Ouais. Mais ça évolue, tu sais. C'est ça qui est beau, là, c'est que j'ai quand même de l'espoir. Une génération. Ouais. Mais c'est aussi, tu sais, c'est comme... Il y a les sports comme le soccer ou le basket, c'est facile de pratiquer ça. T'sais, le hockey, il faut de l'infrastructure, il faut de l'équipement, il faut... Des lifts. Ouais, ben, c'est ça, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire, mais... Ton père est allé avec toi loin, t'es comme, je redonne au suivant. Ouais, c'est ça. Mais en fait, s'il veut jouer au hockey, il va jouer au hockey. S'il veut faire du piano, il va faire du piano. S'il veut jouer au basket, il va jouer au basket, mon fils. Je vais l'encourager. T'as juste un gars. Juste un gars, ouais. Puis il y a 4 ans. Ouais. Donc, il n'a pas encore vu le documentaire. Non. J'imagine qu'un jour, il va le regarder. Qu'est-ce que tu veux comment dire? Tu sais, parce que toi, tu as un lien avec ton père, avec le Liban, tu sais, rendu à ton fils, tu sais, je sais pas si ta blonde est libanaise. Ou non, québécoise. Québécoise. Ça se perd de toi. Mais qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu aimerais que ton gars sache du Liban, ou tu sais, votre lien sur vos origines, qui est un peu justement le core du film que tu as fait? C'est une très bonne question. J'ai l'impression que les questions qu'il va me poser, je vais devoir faire des recherches pour lui répondre. Fait que j'ai l'impression qu'il va m'enrichir. Ces questions vont m'enrichir. Il va te répondre en arabe, tu vas dire « Je comprends rien ouais, ». Qui t'a appris ça? Il va dire « Toi ». Tu vas dire « Shit oh. ». Écoute, merci vraiment Fred. La dernière question que j'avais, mais je sais pas si j'ai répondu, mais j'ai demandé c'était quoi sur quoi tu travailles, tes prochains films. Là, on a parlé de la télé parce que je sais pas si le micro est allumé. Non, c'était avant qu'on commence, qu'on parlait dans 2 draps. Ouais.
sur lequel je travaille avec mon ami Guillaume Gérard, entre autres, ouais. Karine Gontier, Ouais. qui est une idée de Mathieu Pepper, Exact. que je connais évidemment des bars, des mots. Mais qui quel fonctionne très gars bien. brillant, Mathieu Pepper. Je serais pas prêt à dire ça. Je n'irais pas jusque-là. Non, mais oui, je suis tellement content pour lui. Je suis tellement content que son idée, ça a été vendu au Canada. Si je ne m'abuse. Écoute, je veux pas me mouiller de ce côté-là. Mais non, mais Ça- c'était sûr, là, c'était public. Ça se peut. Et tu le sais pas? Ah, Je sais pas. ah mais c'était, il y en avait parlé, c'était sorti sur Crave. Je me souviens juste plus du titre en anglais. OK. Je me souviens plus du titre. Mais bref, c'était Pillow Talk. Ah oui. Voilà. Oui. C'était sorti, mais non, c'était pas un scoop, là, je t'ai pas mis dans l'autre. Mais, fait que là, t'enregistres la deuxième saison? C'est la 4e saison. 4e? Ouais, Ah, je ouais. parle. 4e et dernière saison. Oui, ben c'était une Donc, idée de pandémie, il faut se rappeler, là, les Exact. comédiens qui étaient dans la même bulle, Ouais. Pierre-Luc Funk, sa blonde Virginie, Ouais. pour simplifier les tournages. Et, Ouais. Success Story, encore une fois, produit par notre boy Louis Morissette. Exact. Et c'est ta première saison aux commandes. Exact. En fait, c'était François Testament qui avait assuré les 3 premières saisons. Puis là, lui, il y avait une autre prod très intéressante aux îles de la Madeleine. Donc, il fallait on est un bassin de réalisateurs, là, mais il leur manquait un réalisateur. Donc, OK, donc tu fais pas tous les épisodes. non, je suis réalisateur cordeau, là, donc faut que je m'assure le suivi du montage et des livrables de tous les épisodes. Là, mais on est quelques réalisateurs à les faire. Ouais. Ça, c'est tes gigs steady là, qui payent évidemment ton loyer puis qui sont super cool. Mais tes projets de passion comme le docu, c'est quoi tes prochains projets? Là? Est-ce que le docu sur les filles est le premier en haut de la liste? Là, écoute, je suis loadé jusqu'à Noël. Ensuite, je vais voir comment pitcher ça ou comment aborder mon prochain projet. Est-ce que c'est celui sur les filles ou c'est Celui quelque chose ces d'autre? filles, il faut qu'il se fasse. Mais c'est pas le prochain. C'est pas... Ben écoute, je voudrais pas dire n'importe quoi. Ça se peut que oui, mais je sais pas. En ce moment, t'es sur quelque chose d'autre? J'ai un projet sur le cinéma, pour Radio-Canada qui va un peu mettre en lumière le cinéma québécois. Documentaire aussi, qui est pas encore annoncé. Fait que je peux malheureusement pas trop en dire. Non, Et mais c'est déjà ça m'intéresse. On en a parlé tantôt du cinéma québécois. Ouais. Donc, puis ça va être diffusé télé, si c'est pas ça va être diffusé télé, ça va être soit en décembre, soit à l'hiver. C'est pas clair encore. Donc 2024. Ouais, au plus tard. Ouais, 2024. Soit décembre 2023, soit hiver 2024. Ouais. Okay, on va le tourner cet automne. OK, fait que c'est tourné. Moi, je pensais que tu tournais plus tard. OK, parfait. Ouais. Donc, c'est super. Ouais. Y a-tu d'autres choses? Non, mais écoute, un gros merci. Ça a passé vraiment vite. écoute. Je ne savais pas ce que j'allais pouvoir raconter en 1h30. 1h40. 1h40. On fait pas 1h40 quand c'est plate, je te le confirme tout de suite. Ouais. Merci énormément, Fred. Bonne chance pour la suite. Puis je te reçois encore quand tu sors ton docu sur les filles. Parfait, sans faute. Merci. Merci beaucoup. Merci tellement à Fred d'être passé. Quelle belle rencontre. Déjà depuis, là, j'y écris constamment pour qu'il vienne remplacer dans la ligne de garage. Là, ça va se passer éventuellement, mais c'est un chic type qui devrait être derrière de la game des poires et des fromages, de la game organisée par Louis Morissette et Jean-Philippe Vautier, de laquelle je devrais être là en avril 2024 à la Place Belle. Je sais pas s'il y a du public juste pour quoi, en tout cas, je le nomme, It's in the air. Merci Fred. Je vous rappelle les 7 du Liban sur tout.tv. D'autre part, le documentaire qu'on parlait à la fin, dont il ne pouvait pas encore nommer le nom, est sorti depuis l'enregistrement dans un cinéma près de chez vous que ça s'appelle. C'est également sur tout.tv. Fred va sur les plateaux de tournage des films qui vont sortir ou qui sont sortis depuis. Donc, par exemple, Rue de Kim, adapté du roman de Kim Thuy. Il va sur le plateau du 4e volet de la saga de Ricardo Troggi, 1995. Donc, si vous êtes un fan de cinéma, vous voulez voir vous immerser dans le cinéma québécois, les films qui sortent en 2024, allez voir ça, c'est aussi sur tout.tv, comme Les Cèdres du Liban, son documentaire de hockey. J'en profite également pour remercier Amelia McGuire, Saint-Onge, Hugo Reich au booking, Fred Levac au jingle, montage audio. Je vous remercie, vous, d'exister, d'être les personnes que vous êtes, et j'espère sincèrement vous voir en personne, vous serrer la pince après un de mes spectacles en salle. Je vous rappelle, Montréal, 29 mars, et je suis également à Québec, Vanier, le 24 avril. J'ai une très, très mauvaise mémoire. Le lendemain de la fête de mon père. DavidBocage.com. On se voit bientôt. Passez une belle semaine. OK, bye-bye now.